le 12 octobre, conformément à la convocation antérieure du corps électoral par le président encore en exercice, son Excellence Paul Biya, les électeurs camerounais ont procédé au choix de celui qui, pour les 7 prochaines années, aura la responsabilité de diriger l'État du Cameroun. La question majeure de cette interview, en attendant les résultats du scrutin, quels sont les scénarios en préparation en vue d'une crise post-électorale au Cameroun? Très chers internautes, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale dans laquelle nous retrouvons l'avant-gardiste, le patriote, l'homme politique, par ailleurs président du nouveau mouvement populaire, pour décrypter l'actualité camerounaise et assurer cet avant-gardisme dont il s'est donné le devoir. Il s'agit bel et bien du président Bandakani. Président Bandakani, bonsoir. Bonsoir, Madame Charlotte Djengelé. Bonsoir à votre co-intervieweur. Bonsoir à l'équipe technique. Je connais tous les efforts qui sont faits pour que l'émission puisse se tenir. Au regard de toutes sortes d'attaques dirigées contre nos plateformes. C'est de bonne guerre. Mais nous aussi, nous sommes préparés, nous sommes conscients des menaces qui pèsent sur nos plateformes. Parce que nous gênons beaucoup. Mais pourtant, ils se sont arrangés à nous invisibiliser, à bloquer nos vues, etc. Malgré ça, ils continuent à penser que nous sommes gênants. Et de ce fait, à chaque fois qu'on a une émission, c'est un défi à relever. Donc, c'est pour ça que je ne manque pas de vous féliciter pour votre persévérance, votre endurance, votre sagacité. Je voudrais saluer nos internautes, nos abonnés, et tous ceux et toutes celles qui, de près ou de loin, s'investissent à fond pour que nos plateformes restent debout, de quelque manière que ce soit. Voilà, donc, bref, je salue tous les sympathisants qui sont là et qui certainement attendaient ce moment. Voilà. Merci, Président Bandakani. Comme c'est le modèle des plateformes NMP, qu'il s'agisse de Président Bandakani officiel ou alors de NMP officiel, les plateaux sont souvent, très souvent, accompagnés de 2 modérateurs. C'est l'occasion pour moi de saluer celui qui m'accompagne dans le cadre de cette interview, Monsieur Mpek Leroy. Bonsoir, mon cher. Bonsoir, Madame Charlotte Djengelé. Bonsoir aux pionniers du renouveau panafricaniste, Monsieur le Président Bandakani. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, mon cher Leroy Mpek. Je suis en face de vous. Monsieur le Président, vous êtes en face de nous et nous constatons que vous arborez une tenue très particulière, un tissu qui est issu du 150e anniversaire récent du port autonome de Douala. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a une symbolique particulière? Oui, oui. Nous ne sommes pas des agents publicitaires du port autonome de Douala. C'est ce que certaines voix indiscrètes pourraient penser. Non, loin de là. Nous voulons l'envoyer les uns les autres à l'émission spéciale que nous avons consacrée au 150e, c'est 150e du port autonome de Douala. Dans cette émission-là, précisément, nous avons indiqué que cette émission se justifiait par le fait que la célébration des 150e du port de Douala ne peut pas être une affaire privée du Sérail, du gouvernement camerounais, pour tout un ensemble de raisons. Parce que le PAD, l'histoire du port au Cameroun, charrie beaucoup d'enjeux qui vont au-delà des enjeux liés au Sérail, dans l'idée que celui-ci se fait de sa reproduction et dans l'idée qu'il se fait du port autonome de Douala. Nous avons soulevé beaucoup d'enjeux à cette occasion et nous avons précisé que pour nous, la célébration des 150e, pour nous, c'était le symbole de la souveraineté, de l'indépendance réelle du Cameroun. C'est très important. Donc, pendant que le Sérail célébrait le port autonome, d'après une célébration, d'après l'idée officielle que le Sérail camerounais, je parle de l'État du Cameroun, s'est fait de cette célébration, nous on allait plus loin. D'abord pour rappeler l'avant-gardisme qui était notre lot
sur la question de la souveraineté portuaire du Cameroun, quand nous avons décidé d'affronter M. Bolloré et tous ses complices au sein de l'État camerounais, qui, à travers le port autonome de Douala, qu'ils avaient reçu dans le cadre d'un bradage du patrimoine public camerounais. De nos bijoux de famille. Appelez ça comme ça, patrimoine public camerounais. Ces privatisations bradage ont livré le port à M. Bolloré. Mais en retour, derrière, c'est que derrière ça, il était question de favoriser l'accès au pouvoir de certains barons qui estimaient qu'après le président, il revenait de droit d'être président. On a pris un risque énorme. Et nous avons dit à l'époque à M. Bolloré, dans les jours, les mois, les semaines qui viennent, l'année qui vient, ça sera toi ou le Cameroun. Et quand nous disions ça serait toi, on pensait à tous ceux qui avaient derrière lui une bonne partie de l'endo-colonna qui était derrière M. Bolloré. Donc la célébration du 150e de Port-au-Nom dépassait ce qu'en voulait faire le sérail camerounais. Parce que le port charrie des enjeux historiques, des enjeux traditionnels. À l'époque, nous avons souligné que nous approprions ces enjeux-là en nous démarquant de tout tribalisme et de toute dynamique féodale. Mais il y a des enjeux traditionnels liés, par exemple, au peuple de la côte, au peuple Sawa. Il y a des enjeux qui dépassent de très loin le cas d'étriqué dans lequel l'État du Cameroun a voulu enfermer ce 151. Vous comprenez pourquoi, à la faveur, depuis, derrière cette tenue, je ne l'ai pas seulement portée aujourd'hui. Le jour des élections, moi j'ai porté cette tenue. Et ce soir, je la porte encore. Donc, ce n'est pas seulement un vêtement, c'est un discours, c'est un message qui démontre que rien, alors vraiment rien, ne peut s'opposer à l'indépendance et à la souveraineté réelle du Cameroun. Je dis bien réelle. Même l'État du Cameroun ne peut pas s'opposer à ça. Donc, il faut que les gens soient conscients de ce qui est en train de se jouer. La puissance qui est au Cameroun, là, qui accompagne ce pays dans ce tournant que nous négocions pour l'indépendance et la souveraineté réelle du Cameroun, je précise encore, aucune force au monde ne peut se tenir devant cette puissance. Aucune. Donc, c'est pour ça que j'ai apporté cette tenue. Voilà. Nous vous reconnaissons cette empreinte de aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun, président Madakani. Ça fait, évidemment, ça fait 2 jours que l'élection présidentielle s'est tenue sur l'étendue du territoire camerounais. Vous qui êtes président d'un parti politique, le Nouveau Mouvement Populaire, et vous êtes un homme politique avéré. Nous voulons bien savoir quelle est votre réaction et celle de votre parti après cette tenue de l'élection présidentielle. Bon, d'abord, il faut rappeler que pour nous, au niveau du NMP et au niveau panafricaniste, nous avons considéré que cette élection était particulière. Dans quel sens, président? C'est pour ça que nous n'avons pas été candidats. D'accord. Nous n'avons pas revenu sur les émissions les éléments que vous avez mis en avant pour expliquer ça. Nous avons dit à chacun sa présidentielle. Parce que nous savions que c'était un tournant majeur pour le Cameroun. Nous étions au fait de toutes les dispositions qui avaient été prises par la France. La France, ennemie du Cameroun, l'État français, ennemi du Cameroun et ses agents locaux, dispositions qui avaient été prises pour déstabiliser le Cameroun et fausser ce tournant dans le sens, comme ils ont fait dans les années 50, 57, 57, 55 jusqu'aux années 60, tout ce que la France a fait pour empêcher le Cameroun d'être indépendant au sens réel du mot. La France est en train de répéter le même scénario à l'heure actuelle au Cameroun. Et cette élection présidentielle était la phase culminante de ce processus que la France a mis en œuvre depuis des années. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça n'a pas commencé en 2018. C'est depuis des années que la France est dans ce processus visant à opérer un remake de ce qu'elle a fait au Cameroun à l'orée des années 55-60, orées qui se sont avérées déterminantes pour l'indépendance du Cameroun. Révadication de l'indépendance, de la souveraineté qui était portée par l'UPC originel, pas ce qu'on voit aujourd'hui là. L'UPC originel. Donc nous sommes au fait de tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que le vrai Dieu, comme moi je l'appelle, a suscité le Cameroun comme foyer du panafricanisme renaissant. Que les gens comprennent très bien l'enjeu là. Depuis 15 ans,
dans la Renaissance panafricaniste, je l'ai toujours dit, un lien vital, essentiel, substantiel avec le Cameroun. J'avais toujours indiqué que l'apothéose serait au Cameroun. Donc, le mouvement panafricaniste renaissant n'est pas un fait du hasard comme ça. C'est aussi une anticipation sur le plan français contre le Cameroun, contre l'indépendance réelle du Cameroun. Parce que n'oubliez pas ce que les gens appellent contentieux historique. Je dis pas ce mot, il n'y a pas de contentieux, c'est la guerre. La France est en guerre avec le Cameroun depuis les années 57. Je veux dire, elle a colonisé le Cameroun, mais à partir du moment où les Camerounais se sont organisés comme en mettant sur pied l'un des mouvements de libération nationale les plus puissants de l'histoire du XXe siècle, l'UPC, la vraie, il faut toujours distinguer la vraie par les histoires, les débris qu'on voit aujourd'hui là. Depuis ce moment-là, la France est entrée en guerre avec le Cameroun. Cette guerre a connu sa phase culminante depuis 1955 jusqu'aux années 70, 71, avec l'assassinat du dernier chef historique de l'UPC, le grand patriote, le grand dirigeant historique Ernest Ouandjé, que des idiots ont appelé Bandit au Cameroun. Bandit au Cameroun. Donc, cette guerre-là, c'était une phase militaro-politique qui a connu donc son point culminant avec l'assassinat d'Ernest Ouandjé et ses compagnons. Après, elle est devenue madrée, très madrée, diplomatie, etc., pour ressurgir avec l'épisode de 84, l'arrivée du président Biya au pouvoir de 84. Jusqu'à là encore, il était masqué par les figures massives du président Aïdo. Et ça, donc, on a fait laisser croire que c'était un conflit, c'était une guerre de pouvoir opposant le président Aïdo au nouveau président Paul Biya. Mais c'était toujours cette guerre que la France continuait à l'égard contre le Cameroun. Et dès les années, face au retour, avec le retour entre guillemets, au multipartisme, les Américains vont déclasser la France. Il y a l'ambition française va être tempérée par la volonté américaine de déstabiliser le Cameroun. Et il y aura une espèce de compromis des raisons dans le camp rouge-latiste, dans le sens que, bon, ok, on fait le dos rond face aux Américains. La France a fait le jeu, a fait semblant de soutenir le Cameroun en considérant que M. Foundi n'était pas dans leurs affaires. Mais ça va continuer. Et à partir du moment où les cinquantenaires de l'indépendance du Cameroun sont célébrés, ce qui commençait à rendre caduques les accords secrets de coopération, etc., la France va relancer cette guerre-là, visant à empêcher le Cameroun, n'est-ce pas, d'épouser la tangente naturelle de son destin, à savoir l'indépendance, la souveraineté, au détriment de la France. Parce que les choses doivent être dites clairement, au détriment de la France. Donc, c'est ce processus qui a mûri, qui mûrit, et qui, une fois de plus, culmine aujourd'hui. Il y a eu les séquences de 2018. Ça culmine aujourd'hui avec cette élection présidentielle de 2025. Nous n'avons jamais considéré que c'était une élection normale. Le Cameroun est le seul pays qui va à une élection alors qu'il est en guerre, avec une puissance étrangère qui est montée en puissance dans sa volonté déterminée de déstabiliser notre pays et de bloquer le processus historique qui conduit à notre indépendance réelle et à notre souveraineté. Je répète, le Cameroun est le seul pays qui va aux élections alors qu'il est en guerre avec une puissance. Boko Haram, tous les indicateurs sont là pour le démontrer, la France ne cache même pas, ne cache même plus. Donc, de ce point de vue, nous, on a observé cette élection, ce prisme-là, et nous avons dit, nous, on n'est pas candidat à l'élection présidentielle. On avait tout peu de candidats, on a refusé. Ça n'a pas emprunté un parti Yango qui nous aurait dépassé, je vous rassure. Tout était là pour ça. Nous avons refusé pour nous consacrer à veiller sur le Cameroun, au-delà des ambitions présidentielles des uns et des autres. Donc, je suis simplement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Le plan est mûr, tout le monde voit. Tout le monde voit, le plan est mûr, la France est en première ligne à travers ses agents locaux, les Tiroma, toute cette bande-là, en première ligne pour vouloir déstabiliser notre pays en procédant, en transformant l'élection présidentielle en coup d'État. C'est-à-dire qu'on va aux élections, mais pour faire un coup d'État. Voilà.
Président Balakani, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes resté à l'écart pour veiller sur le Cameroun. Et après le déroulement de cette élection, à partir des attitudes des différents candidats qui ont participé à cette élection, est-ce que, selon vous, vous observez une attitude plutôt républicaine ou alors anti-républicaine? Quelle républicaine? C'est-à-dire respecter les instances qui sont habilitées à proclamer et à dire quoi que ce soit concernant cette élection. Il n'y a aucune attitude républicaine, on le savait dès la campagne. On savait qu'à partir du moment où M. Kanto a été invalidé, c'était le plan A de la France. La France a mis en branle le plan B. Et ça a débouché sur quoi? Sur une espèce de fusion FSNC. C'est la peine à prononcer le nom de ce maudit parti-là. FSNC. Ça a débouché dans une fusion FSNC et MRC. Ça se voit, tout le monde a vu. Justement, tout l'appareil, tout le mécanisme, toutes les structures que la France a mis en œuvre pour déstabiliser le pays avec M. Kanto, on a transféré ça simplement chez M. Chiroma. Et dès le soir au soir des élections, son appareil, ses réseaux ont commencé à publier les résultats. Ce qui est une déclaration de guerre contre le Cameroun. La publication des résultats est une déclaration de guerre contre le Cameroun. Donc nous, là, on n'est plus dans les élections. Pour les MP, les élections sont finies depuis très longtemps. À partir du moment où les gens vont aux élections en disant que, en signant sur l'honneur de respecter la loi du pays, ils ne sont pas obligés d'aller aux élections. On a forcé personne à être candidat. Vous allez aux élections, il y a une déclaration sur l'honneur. Vous reconnaissez que vous ne pouvez pas accepter que des organes vous désignent candidat et après les dénier la qualité de proclamer les résultats. Donc, là, on n'est plus dans les élections. Nous sommes dans une situation où ces gens ont déclaré la guerre contre le Cameroun. Et le Cameroun doit réagir en conséquence. Donc, pour le LNP, la position est claire. Ne me parlez pas de position républicaine. Elle est où cette position républicaine? Elle est où? Montrez-moi un seul parti qui a une position républicaine. Il ne s'agit pas de la République ici. Il s'agit de Cameroun. Je ne sais pas ce que vous appelez République. Mais on parle de quoi? Est-ce qu'il est normal que un candidat et ses réseaux commencent à publier les résultats dès 18 h? Aussitôt que l'élection est passée, on a dit qu'ils ont commencé à proclamer les résultats. C'est une déclaration de guerre contre le Cameroun. Donc le Cameroun est en guerre. Moi, au NMP, moi, je ne parle plus d'élection. Voilà, le Cameroun est en guerre contre la France. Et ces petits mercenaires, dont M. Chiroma Bakary. Voilà. Mais, Monsieur le Président, vous avez parlé là du déplacement des infrastructures médiatiques et de toutes les infrastructures derrière la mouvance MRC vers le FSNC qui, dès la fin du scrutin, 18 h, s'était déjà autoproclamé vainqueur. Monsieur le Président, on commençait à publier les tendances. Avait déjà commencé à publier les tendances, incitant par là à se déclarer comme vainqueur. Non, le coup d'État a commensé. Mais, Monsieur le Président, nous avons observé une réaction de l'État ferme. C'est un remake de 2018. Lorsque le NMP s'engage en disant qu'aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun, ne compte pas sur l'État du Cameroun, qu'il fasse ce qu'il veut. Nous ne prenons pas de stabilité. C'est pas lui que l'État du Cameroun montre sa connivence avec ce type de comportement. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Et l'État camerounais a fait quoi? Donc, nous, on fait notre travail. Donc, je dis qu'à partir du moment où ces gens ont commencé à proclamer leurs résultats, à les publier, ils étaient déjà en guerre contre l'État du Cameroun, contre le Cameroun. Le Cameroun est en guerre. Donc, on le seul pays au monde qui fait les élections est en guerre. Malgré tout, des gens s'engagent, disent que, OK, nous le connaissons, le cadre légal qui organise les élections, ils font une déclaration sur l'honneur, ils sont validés. Attendez, je vous en prie, ils sont validés par cette structure comme candidats. Oui. L'article 137 du Code des élections stipule que le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection présidentielle dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de clôture du scrutin. Bon, convoquez les articles si vous voulez, ça vous engage. Et donc, ils s'en fichent de ça. Vous voyez que M. Chiroma ne connaît pas ces articles-là. M. Kanto ne les connaît pas. Toute l'infrastructure qui est en place pour faire le coup de temps, comme M. Lafranc, ils connaissent tout ça. Vous voyez comment ils instrumentalisent ça, puisque, vous voyez avec quel... Les gens étaient prêts à brûler ce pays pour être candidat à l'élection présidentielle. Vous avez oublié? Bien sûr. C'était donc pour ça. Pourquoi on voulait brûler le Cameroun pour être candidat? En sachant que voilà ce que dit la loi. En sachant ce qu'on attend d'un candidat à l'élection présidentielle. En termes de respect de la loi.
Donc, ce n'est pas une affaire de loi. Vous avez dit qu'attention, les décrets de public par le temps. Si les gens veulent se servir de la République pour accomplir leur dessein, mais il faut les retrouver dans leur terrain. C'est la guerre, monsieur. Le Cameroun est en guerre. L'État du Cameroun doit considérer qu'il est en guerre. Parce qu'ailleurs, c'est comme si quoi ça débouché après. La Côte d'Ivoire, dans l'état où elle est, d'ailleurs, en passant, notre ambassade en Côte d'Ivoire aurait été saccagée. N'est-ce pas? Elle a été vandalisée. Alors, vous voyez que c'est par hasard, c'est M. Ouattara qui organise ça. Je dis que c'est M. Ouattara qui est derrière ce saccage dans l'ambassade. Et vous avez vu ce qui était préparé en Belgique, en Allemagne, etc. Donc, on est en guerre. Dès qu'on touche à votre ambassade, vous êtes en guerre, monsieur. Vous parlez de quoi? On parle de quoi? De quoi est-ce qu'on parle? Ces gens sont dans une logique de guerre. C'est sur ce terrain qu'il faut mobiliser les Camerounais à l'heure actuelle. Ceux qui aiment ce pays doivent se mobiliser pour le Cameroun. Ceux qui veulent entrer dans ce jeu, qui basculent là-bas, on va faire la guerre. C'est clair. Il faut que les Camerounais prennent ses responsabilités. On n'est plus dans les élections, on est dans la guerre. Et c'est la France qui est devant cette guerre en utilisant ces fonds de service pour le M. Chiroma et consort. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Président Madakani, parlant d'être en guerre avec toutes ces forces qui travaillent contre l'Afrique, contre le Cameroun en particulier, dans cette période électorale sensible, nous avons vu l'un des leaders respectés d'une fraction de l'UPC, M. Anicet Ekane, et M. Ndjekam Tchamini, qui ont rendu public un communiqué dans lequel ils affirmaient que le candidat Issa Chiroma a gagné l'élection avec un pourcentage de 60 à 80%. Qu'est-ce qui leur réservé comme sentence dans le cadre de leurs actions? Ou alors ils cherchent, quelle est la manœuvre, qu'est-ce qu'ils cherchent en fait à mettre en œuvre? Est-ce qu'ils sont toujours dans cette mouvance-là? Je vous en prie, excusez-moi, je vais le téléphone. Tout à l'heure, je vous ai, revenant dans votre question, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'UPC originel. Tous ceux qui connaissent l'histoire de l'UPC savent que dès l'assassinat d'Ernest Wandé, l'histoire de l'UPC, c'est une autre histoire. Chacun tire la couverture de son côté, chacun tire son morceau. Le problème, ce n'est pas ce que ces gens écrivent, ils répondront de leurs actes. C'est le comportement du candidat. Puisque c'est lui c'est M. Chiroma qui est le candidat de cette plateforme. Donc, c'est à lui, il est responsable de ce que ces gens-là disent. Soit il se démarque d'eux, soit il assume. Oh, il a assumé. Il a assumé. Il a assumé. Dans le cadre de la loi camerounaise, ces plateformes-là ne sont pas reconnues. D'accord. Donc, voilà, donc moi, on ne parle pas des gens qui agissent. Ces plateformes ne sont pas reconnues. C'est le candidat. Le candidat, c'est le candidat Chiroma du FSNC. Donc, M. Anicet Ekane et Ndjekam répondront de leurs actes. Ils vont répondre de leurs actes. J'ai dit que le Cameroun est en guerre et ils vont répondre de leurs actes. C'est le candidat Chiroma qui nous intéresse. Deuxièmement, pour aller en profondeur dans votre question, ce n'est pas la première fois dans le cadre de l'élection présidentielle où les morceaux de l'UPC se comportent comme ça. Et qu'il en reste. Je voudrais vous rappeler qu'en 92, au plus fort des revendications démocratiques, en 92, M. Robelin, agissant pour le compte de l'UPC, avait soutenu M. Chiroma. Monsieur Bello Bamegari. Voilà, M. Bello Bamegari. Et vous reviendrez, ce n'est pas le fait du hasard, il n'y a pas de hasard. Ben, à l'époque, vous croyez que M. Bello Bamegari était candidat, pourquoi? On était déjà dans le nordisme. On y était déjà. Sauf qu'à l'époque, une fraction de la grande famille jolatiste, incarnée par le Tchèque Manfondi, a marginalisé les gens du Nord. Pardon, le nordisme, la fraction jolatiste nordiste, la famille jolatiste elle est vaste, nordiste, a été marginalisée par une fraction jolatiste portée par M. Fondi, qui, à un moment donné, a épousé la dimension nationale de nos revendications à l'époque. C'est en cela que la candidature de Fondi a une dimension historique, parce qu'on voit aujourd'hui là, est réellement populaire à l'époque. Et quand Robelin a soutenu M. Bello, l'UPC Madidem, la fraction qui s'estimait la plus authentique, était dans l'union pour le changement. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, comme d'autres fractions soutiennent le chef de l'État, etc. D'autres fractions sont allées derrière Keremoula. Donc, ce qui est nouveau ici, c'est qu'aujourd'hui,
la fraction incarnée par Anissé Kané, pour ne parler que de lui, convoque des arguments indéfendables, je dis bien insoutenables, pour soutenir M. Chiroma. C'est-à-dire qu'il faut donc revenir sur les arguments qui sont mis en avant. J'espère que c'est prévu dans votre question. Je ne sais pas si c'est prévu dans les questions, pour justifier, n'est-ce pas, ce soutien. Aucun argument n'est valable pour justifier ça, aucun. Que ce soit sur le plan tactique, que ce soit sur le plan stratégique. On ne peut pas justifier le soutien aujourd'hui de M. Anissé Kané à M. Chiroma. Ce n'est pas justifiable. Quand on connaît le contexte qui prévaut au Cameroun. Est-ce que c'est une imprudence, président Madakani? Non, c'est un choix. Ils l'ont assumé. Le communiqué à question n'est pas clandestin, puisque c'est dans les pages officielles des concernés. Donc, c'est un choix. La question d'interroger la consistance de ce choix. Comment peut-on croire que M. Chiroma peut incarner le quelconque changement au Cameroun? M. Foundi avait fait sa mue depuis très longtemps. M. Foundi n'est pas comparable à Chiroma. M. Foundi a posé des actes historiques avant d'être candidat. La marche d'ici, la fameuse marche de où il y a eu Simon. C'est un acte historique que M. Foundi a revendiqué. Avec toutes les pressions qu'il y a eu à l'époque, M. Foundi a revendiqué son acte. Et depuis ce moment-là, M. Foundi a continué de 90 à 92. Je ne dis pas que le mouvement a commencé avec Foundi, pas du tout. Mais la dynamique a pris une autre dimension après le procès Monganjawe. Votre serviteur était déjà un acteur déjà à cette époque. J'étais là, je sais de quoi je parle. J'étais là, après le procès Monganjawe, la dynamique, la marche de Bamenda qui a débouché sur le Simon a été comment dire ça, un catalyseur puissant qui a boosté le mouvement de revendication démocratique. Et Foundi, depuis ce moment, ne s'est plus arrêté. Donc, de 90 à 92, M. Foundi a assumé. Donc, il y a eu une mutation d'individu Foundi qui était visé par tout le monde. C'est un ancien membre du RDPC, oui, mais il était un membre marginal du RDPC. M. Foundi n'avait jamais été ministre dans ce pays. Il était un membre marginal. Donc, il a porté la dynamique jusqu'au 92. Il a assumé et le peuple, j'ai dit que le Cameroun a été paralysé dans pratiquement 7 provinces du Cameroun. Bellemort, pendant plus de 6 mois, avec près de 500 morts officiellement comptés. Je ne cite pas les blessés graves qu'il y a eu dans ce pays. Et il y avait une vraie mobilisation populaire, cette fois-là vraiment populaire, qui n'avait rien à voir avec le communautarisme qu'on voit aujourd'hui, qu'on veut maquiller derrière le candidat du consensus. Non, il n'y a pas ça. Il a même dépassé le clivage anglophone-francophone. Il a dépassé ça. C'est comme ça qu'il est devenu candidat de l'Union pour le changement à l'époque. En dépassant le clivage anglophone-francophone. Donc, il n'y a pas ça. Donc, quand on nous dit que, bon, il faut être là où il y a les masses, comme j'entends certains arguments, comme en avant, il y a quelle masse derrière tout le monde? Il y a quelle masse? Ils avaient mis comme premier argument qu'il avait une popularité, il avait un soutien populaire. Il y a quelle masse? Il n'y a aucune masse. Il y a des fractions communautaires. Et ça se voit. Il n'y a pas un mouvement national derrière M. Chiroma. Il n'y a pas un mouvement national derrière Chiroma. Il y a un transfert chez M. Chiroma de toute l'infrastructure mobilisée par la France, les réseaux français, pour les services au Cameroun. C'est ça qui fabrique M. Chiroma. Et fabrication médiatique. Ou par un ensemble de procédures, on peut mobiliser 1000 personnes, devient 100 000 personnes. Donc, tout ça est connu. Donc, je vais démontrer qu'est-ce qui peut justifier le soutien à Chiroma. Qu'est-ce qui peut justifier le soutien à M. Chiroma? Chiroma est dans quelle démarche persiste? Lorsque la dynamique, parlons comme ça, si on estime que, bon, c'est que ça le rapport de force au sein de l'opposition, je suis d'accord. Dans ce cas-là, en soutenant M. Chiroma, M. Anissé Kané et les autres, peuvent-ils démontrer quels moyens de contrôle ils ont sur Chiroma? Est-ce qu'ils peuvent nous démontrer quels moyens de contrôle ils ont sur M. Chiroma? Parce que quand on estime qu'on est en position de force et que, bon, ok, on estime que par son génie personnel et par l'expérience politique qu'on a, on peut faire ce genre de jeu.
qui consiste à vendre à M. Chiroma le fait qu'on est des opposants historiques. Parce que Chiroma n'avait pas cette légitimité, il avait plus. À partir du moment où il a fait 20 ans pratiquement au service du président Biya, il n'avait plus cette légitimité, bien qu'il ait été opposant dans les années 90. Opposant à M. Biya. Mais il n'avait plus cette légitimité puisqu'il a fait 20 ans au gouvernement. Donc, il démissionne à moins de 2 mois de l'élection présidentielle, il n'est plus considéré comme un opposant. Donc, on estime que, bon, en venant lui vendre le statut d'opposant historique, il le légitime. Mais en dehors de lui vendre ça, quels moyens ont-ils pour contrôler Chiroma? Parce que dans les années 92... Monsieur le Président, peut-être qu'il compte sur sa bonne foi politique. Non, c'est plus sérieux que ça. Je vais y arriver. Dans les années 92, les UPCistes contrôlaient la rue. Quand il y avait 1000 personnes dans la rue, vous avez 500, 600 qui étaient UPCistes. La rue était rouge. Ça, je vous donne des faits historiques. La rue était rouge. Aujourd'hui, vous allez soutenir Chiroma alors que vous n'avez pas, votre nous sommes mobilisés. Dans ce cadre-là, de quel poids pesez-vous auprès de Chiroma pour l'empêcher de vous utiliser comme comment je vais rappeler ça? Parce qu'il faut rappeler l'histoire. Ça s'est passé. On reviendra sur André-Marie Bida, l'épisode là. Daniel Kemajou avait joué ce jeu à l'époque. Je déstabilise André-Marie Bida, je suis avec Aïdjo, mais après, quand il a osé s'opposer à M. Aïdjo, on l'a broyé. Donc, supposons, parlons de l'impossible, inacceptable. Dans le scénario où M. Chiroma serait président, les lycées Kanendjekam auront qu'un moyen pour l'empêcher, par exemple, de revendiquer le plein pouvoir une fois assis, de venir comme président. Puis c'est ce qu'il devait faire. Si le président, c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il devait faire. Donc, il n'y a aucun argument qui peut justifier cette alliance. Aucun. Ni tactique, ni stratégique, ni politique. Moi, je suis l'alliance comme Chiroma. Donc, c'est grave. C'est comploté contre le Cameroun. Quel est donc l'objet de cette alliance, M. le Président? Allez leur demander. Je ne veux même pas m'attarder sur eux. Mais je vous dis que, à partir du moment où vous comprenez que l'infrastructure, tout l'appareil qui a été mis en place pour porter M. Campo a été transféré chez M. Chiroma au point de dissoudre de facto le MRC dans le FSNNC, le débat est clos. Le débat est clos. On avait eu le de déclarer que M. Chiroma ce sont tous les candidats de l'étranger. Représentait le plan B de la France. Mais c'est clair. Et ce n'est pas nouveau de le dire. Il a lui-même démontré ça durant sa campagne, durant ses sorties. Et surtout, vous avez fait un parallèle avec le nordisme historique qui faisait déjà ses preuves depuis 1992. Est-ce qu'on assiste là à un réveil de cette fraction-là, cette fois modifiée par le nordisme, par l'axe nord-ouest que vous avez cessé de décliner? Il n'y a pas d'axe nord-sud sans l'ouest. Il faut le comment. Lisez l'histoire du Cameroun. Je vous dis simplement, c'est que dans la grande famille ojulatis, il y a des bagarres et des rapports de force. Le bipède nord et sud a marginalisé l'autre fraction de l'ojulatisme qui est une certaine bourgeoisie de l'ouest. Vous parlez comme ça. Donc, parce qu'à l'époque, à partir du moment où l'UPC a été décapité, a été pratiquement détruite militairement, ben, l'Ouest UPCiste, parlons comme ça, ben, était obligé de se débrouiller. Et on a commencé à recruter les uns les autres dans le nordisme comme étant des sous-traitants, des adjuvants. Mais il n'y a jamais eu d'axe nord-sud au Cameroun sans l'Ouest. Et quand on parle de l'Ouest, nous parlons de l'Ouest qui va jusqu'à ce qu'on appelle le Nord-Ouest, malgré le maquillage anglophone. Il faut bien comprendre tout à fait. Ça va jusqu'à là. Parce que c'est cet axe-là qui est principalement tenu par le Nord et le Sud, historiquement parlant, mais qui a ses rejetons, n'est-ce pas, à l'Ouest, et dans une certaine et dans la zone dite anglophone, surtout au niveau du Nord-Ouest. Et ça s'explique, hein. Ça s'explique parce que le nordisme, il faut comprendre, ses racines remontent de très loin. Ça remonte depuis très très loin lorsque, à la faveur de la défaite allemande
Deuxième Guerre mondiale, l'ONU décide de faire du Cameroun un territoire sous mandat et sous tutelle. Mais le Cameroun n'a jamais été une colonie. La France décide de faire du Cameroun une colonie. Et l'Angleterre. Ils s'entendent pour faire du Cameroun une colonie de facto. Et dans ce cadre-là, historiquement, la France, il faut bien comprendre ce que je veux dire là, la France, qui connaît très bien l'histoire du Cameroun, décide, par exemple, que toute la dynamique nationale montante qui tourne autour de la côte du Cameroun, il faut bien comprendre, à travers la revendication des patriotes Sawa. Il faut expliquer ça, des patriotes Sawa. Les patriotes Sawa, les chefs Sawa, avaient une revendication historique foncière, portuaire, que la France n'a jamais acceptée. La France leur a dit de faire allégeance, ils ont dit qu'ils ne font pas allégeance. Et les Français ont décidé, tout ça c'est écrit, c'est documenté, ont décidé de faire payer ça, au peuple de la côte, dirigé par les Sawa. Alors, une des stratégies, ça a été d'utiliser une certaine fraction de la bourgeoisie réactionnaire de l'Ouest. Parce que l'Ouest, historiquement, elle était avec l'UPC. Donc, une certaine bourgeoisie réactionnaire de l'Ouest a été utilisée. Le nordisme, il est là. Le nordisme, il est là. Il est né là-bas. Parce que à partir du moment où la carte bidale n'était plus jouable, au regard de la puissance de l'UPC, la France a investi totalement dans l'idée du nordisme, tout en s'assurant que ce nordisme-là est pour second pied le Sud chrétien. Ce sont les rapports de force dessinés par un ensemble d'évolutions pilotées par le niveau de scolarisation qui prévalait à l'époque et l'émergence de bourgeoisie économique à la faveur de l'exploitation des rentes cacao-café à l'époque. Et de ce point de vue, il n'est pas possible de marginaliser le Sud en tant que tel chrétien. Voilà, donc, c'est pour ça que les deux pieds étaient nécessaires. Donc, on a construit cet axe-là, mais en s'assurant que Ahidjo en ait le contrôle absolu et total. D'où la création de la région du Grand Nord. Grand Nord, y compris en effaçant toutes les caractéristiques anthropologiques qui ne pouvaient pas justifier qu'on parle d'un Grand Nord, qui serait musulman, Peul. Mais il y avait les Kirdis. Toutes ces sociétés animistes qui étaient là, on les a effacées politiquement pour créer une région, une province du Grand Nord qui était la base politique de monsieur, son fier politique de monsieur Ahidjo. On le lui a fabriqué. Et c'est dans ce cadre-là qu'est née toute cette élite, là dans le Nord. Dans ce Nord-là, parce que quand moi je parle du nordisme, attention, je ne désigne pas les populations, hein. Je parle de la construction politique, de la fabrication des élites, c'est très important. Évidemment que on réussit à entraîner une partie de la population derrière, mais historiquement, cette construction-là n'est pas le fait des populations du Nord. C'est le fait de la France. C'est très important. Fabriquer des élites, utiliser même les structures comment dire ça, traditionnelles et religieuses, tout ça, c'est la construction de la France. Très important de voir ça. Donc, c'est là le nordisme. Il vient là. Et ça mélange la religion, ça mélange l'ésotérisme, n'est-ce pas, dans ces divers variantes au Cameroun. La fabrication de l'île, je vous ai dit, c'est tout ça qui fera en 84, par exemple, il y a ce retour du nordisme, quand M. Ahidjo veut reprendre, comment dit ça, c'est qu'il a mis au cou de la chèvre, qu'il n'a jamais lâché. On comprend la formule. Donc voilà, donc il sait, ça échoue. Et c'est ça qui ressort là. La France n'a pas d'autre, elle n'a pas d'autre ressort pour essayer de déstabiliser, de faire réussir son plan au Cameroun. Elle marche sur les plates-bandes, historiques qu'elle a fabriquées et qui sont restés dormants. Elle revient simplement ça. Je vous ai parlé ici de l'investissement de l'AFD dans la France à l'Ouest ces dernières années. Allez voir ces investissements, vous allez comprendre. Ça a été préparé, ça a été construit. Monsieur Camp ne s'en sort pas du fait du hasard. Ce n'est pas le hasard. Le fait que la France serve Paris et la France serve de base arrière de quartier général à tous ces activistes, à toute cette armée de déstabilisateurs du Cameroun, n'est pas le fait du hasard. Ce n'est pas le fait du hasard. Si on veut bien retenir, Président Manakani, d'après vos propos, sans oublier l'Allemagne, parce qu'il y a une base importante en Allemagne. Il y a une base importante en Allemagne qui est liée à M. Camto. Oui. Qui est liée à M. Camto. On peut remonter sa fabrication. Donc, il ne faut pas oublier ça. Sans oublier la Belgique. Mais le foyer central, c'est en France.
si on veut bien retenir l'axe nord-ouest, qui est une fabrication française ici, un coin ou alors un fait que la France manipule pour déstabiliser les institutions. Déstabiliser le Cameroun. Le Cameroun, parce que même la constitution d'État suit ça. Parce que quand on parle de grand équilibre au Cameroun, on parle de quoi? C'est pas le grand équilibre. Vous voyez, le Premier ministre, quand c'est pas un homme du Nord, le président de l'Assemblée serait un homme du Nord. Quand c'est pas un homme du Nord, le Premier ministre va être anglophone. C'est quoi? Est-ce que le Cameroun appartient seulement à ces régions-là? Pourquoi? Regardez bien, depuis 1960, regardez bien ce qu'on appelle le grand équilibre au Cameroun. Mais tout ça, c'est la France. C'est dans le cadre de l'État néocolonial. On doit donner des garanties pour montrer que le pays est tenu. Donc, à partir de ce grand équilibre-là, qui était longtemps au cœur de l'architecture de l'État du Cameroun, l'architecture interne de l'État du Cameroun et de l'administration camerounaise, on comprend très bien. On comprend très bien. Même la nature de l'armée camerounaise, jusqu'à une certaine période, c'était quoi? La gendarmerie, c'était quoi? On peut remonter tout ça. Donc, ce n'est pas une affaire en l'air. Il y a des structures, madame, qui portent cette affaire. Il y a des structures administratives. Les normes, ce n'est pas un jeu. Il y a des structures qui portent ça. Donc, ces structures, le temps qu'elles évoluent, parce qu'elles dépendaient financièrement et économiquement des cultures de rente contrôlées par la France, contrôlées par la France, des accords secrets de coopération monétaire, le franc, etc. Tout ça dépendait de la France. Il fallait que ce grand équilibre soit respecté pour que l'axe marche bien jusqu'à. Mais ce sont les évolutions faisant, n'est-ce pas, qui ont créé une bifurcation, une espèce de rupture non achevée dans la continuité de l'axe nord-sud, tel qu'elle nous a été imposée à l'indépendance, qui font qu'on aboutisse à cette situation qu'on voit aujourd'hui, où la France est obligée, constatant que le rapport de force interne à l'axe a été modifié par le président Biya, au détriment du nordisme, la France donc bascule l'axe nord-sud en axe nord-ouest en remettant les élites de l'inflation de la bourgeoisie de l'ouest et du nord en première ligne pour essayer de déstabiliser le pays, en espérant que ça va créer des dysfonctionnements graves au sein de la structure de l'État qui, depuis longtemps, étant néocolonial, est dominé et dirigé par ces gens-là qui ont les réseaux partout. C'est ça qui est derrière la France. C'est un plan diabolique, hyper machiavélique pour déstabiliser le Cameroun. Parce que l'infrastructure humaine qui a constitué l'État du Cameroun, son infrastructure ésotérique, tout ça, même religieuse, je ne sais pas que vous avez vu un évêque s'élever et dire que même le diable est mieux. Le diable est mieux. Il n'a pas été démenti par aucun autre évêque au Cameroun. La conférence épiscopale est restée silencieuse. C'est quand même grave qu'un évêque dise ça. C'est grave de la part d'un évêque. Et ça montre le niveau, ça montre les visages des catholiques au Cameroun pour ne parler que les catholiques. Donc, ce n'est pas le fait du hasard. Tout ça, quand vous lisez l'histoire du Cameroun, vous voyez tout ça ressortir. Et c'est tout ça qui a été l'infrastructure qui a longtemps porté ce qu'on appelle au Cameroun les grands équilibres. Et qui ont laissé l'immense majorité des Camerounais au bord du chemin. Et la France savait, puis on est en néocolonie. Elle savait. Donc c'est tout ça qui est ressuscité aujourd'hui pour essayer de déstabiliser le Cameroun. Monsieur le Président, intéressons-nous maintenant à l'homme politique Issa Chiroma Bakary, président du FSNC, qui, dans une sortie aujourd'hui dans les réseaux sociaux, s'est autoproclamé vainqueur, a fait une sortie. Et les principaux axes, il s'est autoproclamé vainqueur. Il a remercié le peuple, il a demandé au peuple de se tenir prêt, il appelle l'armée à se tenir aux côtés du peuple, et enfin, il demande au président Biya de lui passer le coup de fil pour lui féliciter de sa victoire. Monsieur le Président, comment analysez-vous cette sortie? Il n'y a pas grand-chose à faire comme fort. Quand vous regardez cette vidéo-là, elle est vide. Tu gagnes les élections sans donner le résultat. Monsieur Chiroma, dans son communiqué, il n'y a que chiffres. Ce n'est pas le fait du hasard. Hein. Il n'y a que chiffres. Il a dit qu'il se base sur les résultats qu'ils ont compilés. Mais M. Kamto, en 2018, avait au moins fait semblant de nier les régions dans lesquelles il avait gagné. Même si après, il a fait la requête au Conseil constitutionnel. En 2018, Kamto se proclame vainqueur des élections. Avec le fameux penalty. Et après, qui l'a obligé à aller introduire le Conseil constitutionnel? Comment tu peux gagner une élection? Parce que quand tu dis que tu as gagné une élection, ça veut dire que le Conseil constitutionnel n'existe plus. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Bon, pourquoi tu gagnes l'élection? Tu envoies, maintenant tu fais engueuler le code de Conseil constitutionnel demandant de reconnaître ta victoire, y compris dans les zones où tu prétends avoir gagné. Bon, on sait tout ça a conduit par la suite.
Bon, M. Chiroma a fait le même scénario en pire. Sauf que lui, il ne donne aucun chiffre. Pourquoi tu as les chiffres? Si tu as donc les chiffres, mais pour gagner l'élection, ce sont les chiffres. Pourquoi ils ne sont pas les chiffres? Parce qu'il ose aboie. Et je vous renvoie au communiqué du MINAT. J'aime le ton qui est utilisé pour moi, je trouve que c'est même encore trop pacifique. Le ton là, moi, ça ne m'arrange même pas. Si tu gagnes les élections, mais tu dis que, voilà, c'est la base de... Puisque c'est lieutenant, si on comprend M. comme Tchami en lycée Canet, les personnes ont dit que c'est... Même encore, regardez le communiqué, ça fait rire. Nous avoisinons entre 60 et 80%. Et vous voyez comment ça dit que... C'est un chiffre très évasif. C'est pas un chiffre ça, vous appelez ça chiffre. C'est du banditisme pur et simple. Est-ce que dire que ça oscille entre 60 et 80, c'est un chiffre ça? Vous parlez de chiffre, c'est pas un chiffre. M. Tchidou m'a maintenant fait pire. Il est lâche même de fait, de facto. Il a été lâché même de facto. Parce qu'il aurait pu au moins reprendre ce qu'ils ont dit. Ça aurait donné un peu de substance. Mais il n'y a rien. Il a dit, il ne mobilise aucun chiffre. Avec un regard de bandits désarmés, de bandits qu'on a attrapés. Ce communiqué traduit. Non. Quand on a dit un élément, il fallait que ça fasse part. Il y a la gestuelle qui parle dans un élément. Quelqu'un a gagné une élection, même son visage montre qu'il a gagné. Quand vous regardez la vidéo là, vous ne voyez pas un homme aux abois. Vous ne voyez pas un homme aux abois. Quelqu'un qu'on a attrapé en flagrant délit de banditisme politique, de brigandage, de mercenariat antinational, de trahison à l'égard de sa patrie. Pourquoi vous voulez jouer? On est passé pour jouer. Vous voulez jouer ici? On a une émission aussi. Hein? On n'est pas des blagues ici. Regardez la vidéo, il ressemble à quoi? Un animal traqué. Regardez la position du drapeau. Sauf si on la prend à un ancien ministre, refaisant ce que son ami a fait à 2018. Chaque fois qu'on bouge, on voit le drapeau français, on voit le drapeau camerounais, qu'on contrebalance par le drapeau français, violant tous les usages en la matière. Pour passer certainement un message présent. Mais pour ceux qui n'ont pas encore vu, on passe à un message pour ceux qui ne savent pas encore. Mais c'est clair. Donc, les choses sont claires. Donc, si vous appelez ça déclaration, en tout cas, le crime n'étant même pas fait, il fallait qu'il fasse cette sortie pour que le crime ne soit pas fait. Le scénario n'aurait pas été achevé s'il n'y avait pas ça. À ce sens-là, oui, c'est un rôle, si vous voulez. C'est un rôle. Mais tout le monde dans cette vidéo qu'on a fait des ténèbres, une personne qui incarne les ténèbres au plan absolu. Voilà. Et qui est l'ennemi de notre pays. Voilà. Président Bandakani, on remarque on a vu ce même scénario se dessiner avec l'élection 2018 où le candidat Maurice Kamto se déclarait être président élu. Aujourd'hui, 7 ans après, nous sommes en 2025 et on revit le même scénario avec le candidat Issa Chiroma qui lui aussi déclare avoir gagné les élections sans chiffre aucun et aussi qui insiste sur une victoire sans éléments avant même la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Est-ce que quelque part l'État camerounais ne laisse pas faire cet événement-là qui revient encore et encore, qui ne prend aucune disposition? On se rappelle qu'en 2018, le candidat Maurice Kamto avait été arrêté, mais plus tard, il a été relâché. Par quelle magie, on ne sait. Est-ce que l'État, quelque part... Et que tous ceux qui t'avaient lu sont encore en prison. Pourquoi une bonne partie est encore en prison, des militants sont encore en prison, Bibo Nissak est en prison, Foguet en prison, on peut citer. Et qu'est-ce qui peut justifier à ce que lui-même qui est l'auteur-compositeur de cette manœuvre-là se retrouve hors de la prison et ses compagnons qui ont été juste des suiveurs J'avais déjà répondu à cette question à l'époque. Un agent double. C'est-à-dire que ces patrons se disputent. Comme un agent double, le plus fort du moment va vous imposer sa loi. C'est une misère, hein, c'est une misère extrême d'être agent double, parce que bon, vous êtes tiraillé, mais le plus fort du moment vous impose sa loi. Je vais y expliquer ça à l'époque. Bon, il a récidivé dans le cadre de cette élection présidentielle. L'État, la réaction, il n'a pas été en mesure de monter un dossier. Alors, comment le plus grand juriste du monde peut ne pas savoir comment monter un dossier de candidat à l'élection présidentielle? Vous croyez à ça, vous? Certainement pas. Voilà pourquoi j'avais dit que il y a bien à trahir personne, que le grand traître, c'est M. Kamto. Mais comme ces partisans ne peuvent pas, ils le savent, ils voient, mais on va demander aux gens de percer les yeux eux-mêmes. La fuite en avant a commencé, ça a basculé dans le plan B qui est M. Chiroma. Donc moi, je considère que l'État du Cameroun, d'une certaine manière, a favorisé ça.
en étant complice de cette délinquance démocratique, de ces crimes contre les lois de notre pays. Pour laisser faire, parce que c'est très facile après que le pays est fait basculer en 2018. Les gens ont perdu leur vie. Les gens ont perdu leur vie en 2018. Le pays est passé à 2 doigts d'une déstabilisation. Madame Doki, je laisse pour le dire qu'il n'est plus vivant. Mais c'est après coup qu'ils viennent nous dire qu'en fait c'était une mascarade, on n'avait pas de PV, fabriqué de toutes pièces. Mais ils sont là ici. D'abord, ils recommencent tranquillement, ils n'ont pas de problème. Bien sûr, président, voilà. On revit la même mascarade. Ça pose des questions. Ça pose des questions. Il faut savoir ce qu'on veut. Parce que quand des petits délinquants, pickpockets, tous ces gens qui vivent des petites rapines là, quand on les prend, il y en a même ceux qui ont tiré, il y en a qui ont donné des peines de prison extrêmement sévères. Le NMPA a des membres qui sont là en prison pour des motifs. Il y a plein de personnes innocentes qu'on envoie à Nobel pour. Mais là, non, au contraire, il semble que dans ce pays, la politique, surtout quand vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous mourrez au-dessus de la loi. Surtout qu'on a même vu le candidat Issa Chiroma se pavaner tout librement avec des terroristes du côté du Nozo, comme on a l'habitude de l'appeler, et jusqu'ici qu'il n'est pas interpellé, président. Mais c'est tout ça. C'est là où il y a une responsabilité de l'État, de manière claire. Je ne sais pas si c'est de la tolérance, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas, de voir que on a habitué certains hommes politiques camerounais à se mettre au-dessus de la loi dans ce pays. Ce n'est pas tous les hommes politiques, d'autres hommes politiques le payent cher. Et après, quand ces gens font ça, quand on les interpelle, ils deviennent des martyrs, on a subi ceci. Et par exemple, les camps de la compte partout, ce qu'il a subi au Cameroun, personne n'avait subi ça. Mais ça fait rire. Ils ont vendu ça. Donc, M. Kamtek a beaucoup souffert, on l'a persécuté, où on veut en résidence surveillée. C'était une protection qu'on vous donne. C'était pour le protéger. Il a subi quoi? Nous, on a perdu combien de gens dans ce pays depuis les années 90? Combien de gens ont eu l'œil percé dans ce pays? Ceux qui sont morts pendant les émeutes de la faim en 2008, comme tu étais au gouvernement, ils n'ont même pas daigné dire un mot pour eux. Ces gens-là, on les met où? Vous voulez qu'on compte les pieds cassés? Vous voulez qu'on compte les pieds cassés? Les gens qui ont eu deuil, les éborgnés, on ne peut pas les compter dans ce pays. Quand on dit que moi, ça peut faire rire. Ça fait sourire. Donc, on a laissé faire, l'État laisse faire, ils sont encouragés dans leur démarche. Et puis, pas de plus surprenant que la France soit montée en force cette fois-ci avec M. Chiroma. Monsieur le Président, le MINAT, dans son communiqué, précise que c'est le lieu de rappeler, ici je cite, que le vendredi 10 octobre 2025, sur la base d'informations concordantes fournies par les autorités administratives, le ministre de l'Administration avait tenu un point de presse au cours duquel il informait l'opinion publique qu'un candidat au scrutin présidentiel avait l'intention de terminer la campagne électorale dans sa région natale avec un agenda caché, à savoir s'autoproclamer vainqueur du scrutin présidentiel au lendemain de la fermeture des bureaux de vote. On constate manifestement que les services de renseignement camerounais étaient au courant de cette action. Le ministre dit même plus par rapport à ce qui devrait arriver à M. Chiroma. Disez. Effectivement, il dit, je cite toujours, l'attitude irresponsable et arrogante du candidat Issa Chiroma Bakari sera traitée le moment venu avec rigueur et fermeté. Ce candidat véreux devrait se rappeler qu'avant lui, certains candidats avaient posé des actes similaires lors des scrutins de 1992 et 2018 sans parvenir à leur fin. Sa tentative de créer le désordre dans notre cher et beau pays est vouée à l'échec total. Bon, on avait dit ça en 2018 pour les autres. On a fait quoi? Manifestement rien. Ben alors, tout ça, c'est le hasard? Est-ce qu'on doit comprendre qu'une bonne partie du gouvernement est infiltrée? Ben, écoutez, je vous dis que les faits sont devant nous. Est-ce qu'on parle des choses? Ce n'est pas un complot, les faits sont là. Ce que le ministre Tanga nous dit, avec beaucoup d'engagement, de détermination, on ne peut qu'être impressionné par la détermination du ministre Tangandi, son engagement. Mais c'était pareil en 2018. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Bon, voulez-vous qu'on mette en parallèle les propos de M. Chiroma, ministre d'État du Cameroun, porte-parole? À l'époque, ce qu'il disait de M. Kamto? Bon, par quelle magie sont-ils ensemble aujourd'hui? Ressortez les propos de M. Chiroma parlant de la forfaiture de M. Kamto en 2018. M. Chiroma était ministre porte-parole. Voilà. Et d'ailleurs, à l'époque, je me rappelle dans un couloir à Yaoundé, j'avais rencontré
le ministre Chiroma. Il était encore ministre de la Communication. C'était à une cérémonie, on s'est rencontrés devant les gens. Il a dit vraiment, Monsieur le Président, quand le Cameroun est en zone de turbulence, quand je vous vois, je suis rassuré. Devant témoin. Devant témoin. Mais connaissant très bien l'individu, j'avais répondu avec beaucoup de retenue. Rappelez-vous les propos de M. Chiroma, propos du gouvernement, parlant de M. Campo, sa dynamique. Je vous demande aujourd'hui, par quelle magie ils sont ensemble? Si la politique n'a plus de sens, on arrête tous de faire la politique. Arrêtons ça. Arrêtons de faire la politique. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui meurent dans ce pays. Parce qu'ils sont allés dans la rue. Il y en a qui meurent. Il y en a qui sont en prison depuis des années. Mais des gens sont là, des dynamiques de renversement des institutions de manière claire. Le gouvernement sort, on bavarde, on fait des communiqués grandiloquents, et après il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'il s'agit. Donc, pour revenir à ce qu'il a fait à Bamenda, ça te passe de commentaires. Dans un état sérieux, on aurait disqualifié ta candidature et l'arrêter à l'immédiat. Et d'ailleurs, le LMP avait demandé son arrestation, son arrestation à l'immédiat. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ce n'est pas les tests qui manquent. Allez lire ce que la loi prévoit en la matière. D'ailleurs, il y a M. Salah qui traque des ambassadeurs légalement aux États-Unis, qui s'est même proposé à l'époque de que il faut qu'on aille au bout, ce monsieur a été disqualifié à l'instant, il a sorti les dispositions légales qui permettent ça. Si vous allez voir ça. On dit ça. Mais M. Chiroma a fini l'élection tranquillement. Tranquillement. Voilà. Président Malakani, nous allons revenir sur un fait que vous avez relevé tout à l'heure s'agissant de la main française qui n'est jamais loin de déstabilisation, particulièrement au Cameroun. Et on le voit dans en avant-garde dans la déstabilisation dans l'axe nord-ouest. On a vu les réalisations que la France, par un certain programme, a organisé dans l'ouest du pays. Et surtout, on continue de voir comment les ambassadeurs français continuent de se livrer à des séances de réunion sans expliquer les raisons véritables des rencontres entre certains opposants camerounais et les ambassadeurs français. Et on s'interroge, président Malakani, comment le Cameroun continue de célébrer l'excellence des relations entre la France, alors que, visiblement, nous voyons les manœuvres françaises à déstabiliser le Cameroun. Bon, je pense que nous ne sommes pas naïfs, hein, pour ne pas comprendre la situation extrêmement difficile de notre pays après les indépendances. Dans le cas des accords, c'est que le peuple français, etc. Nous savons que c'est difficile, mais on peut se poser des questions sérieusement. Bon, en tout cas, cette diplomatie, bon, on a choisi cette option. On est où? Parce que là, les relations entre les deux pays sont au bord de la rupture. Hein. Et surtout, président, pour ajouter à ce que vous étiez en train de dire, la France a elle-même déjà violé les dispositions diplomatiques telles que consignées dans la Convention de Vienne. Mais est-ce que ça existe pour eux? On va y arriver. Moi, je ne veux pas rester dans le registre factuel. J'ai fait tellement d'émissions sur ces questions-là. Je renvoie simplement les gens à regarder nos émissions. Je renvoie une fois de plus les gens à l'interview du général Tchani, le président du Niger, le grand président du Niger. Il a donné les éléments factuels, les preuves dans ces interviews par rapport à Boko Haram, etc. On a expliqué suffisamment ici comment la France ne peut pas être le quartier général de déstabilisation du Cameroun. En donnant l'asile à des gens qui sont chargés de stabiliser, en finançant une armée numérique sur Internet, en finançant, en portant des candidats, des hommes politiques. Ils sont à l'ambassade de France tous les jours. M. Chiroma a été reçu après sa démission, même avant, par l'ambassadeur de France. Il a une fois à Garoua, il est allé au consulat français, c'est connu, ses relations sont connues avec ces gens. Le nouvel ambassadeur, aussitôt installé, a reçu M. Campo. Bien sûr. Bon, pourquoi? Le but, c'est quoi? Qui a demandé le nom? Donc, même qu'on demande ou pas, vous concevez que l'ambassadeur du Cameroun en France reçoit les hommes politiques français? C'est concevable, ça? Pourquoi le Cameroun n'aurait pas le droit de se mêler des affaires politiques françaises à l'heure actuelle? Pour aggraver la situation en France, affaiblir davantage M. Macron. Choisir un Cameroun. Le Cameroun a le droit de le faire. C'est ce qu'il passe le temps à faire. Mais c'est même pas concevable pour nous. Mais on trouve normal au Cameroun que l'ambassadeur de France reçoive les opposants une fois installé. Il n'a même pas encore fait 2 jours sur place. Déjà qu'il reçoit, vous traitez quoi? Il y a quoi? Le président français s'assoit à Mondovision, il fait un sommet où il dit carrément que le président de l'Afrique,
C'est le sommet France-Afrique. Il dit carrément que le chef d'État, il décide même de... Il dit que ça dit c'est moi le président de l'Afrique. Il choisit ses interlocuteurs, etc. Mais à l'époque, quand nous avons parlé, qui nous a écoutés, aujourd'hui, tous vos chanteurs là, vous avez une bande de chanteurs là, qui ont pu faire écoute pour un candidat, non? Ben, je vois mal ou quoi? C'est pas vrai ce que j'ai dit? Effectivement, monsieur le président. Ben, citez-les. On peut les citer. Fally Ipupa, Kofi Olomide, Djadou, Maître James. Sauf si ce que j'ai vu dans les autres sociaux n'est pas vrai. Mais ils ont démenti. Je ne sais pas, que ce soit un montage ou pas. Ils ont démenti. Mais est-ce qu'ils ont démenti que leur image a été utilisée? Non, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas démenti. Je ne parle pas de vos influenceurs camerounais. Je ne parle pas de vos soi-disant humoristes. Tous dans cette dynamique-là. On est dans la stratégie de l'intimité. Macron l'a dit. Ça fait des années que j'écris ça. Je l'ai dit. Mais Macron l'a dit ouvertement. Où est-ce que vous voyez un chef d'État se lever, dire que voici ce qu'il veut faire désormais, en lieu et place des États, choisir ses interlocuteurs, les financer ouvertement, tous ces consorts. Est-ce que c'est caché? La question, c'est pourquoi il n'y a pas de réciprocité? Mais vous avez beau être... Tout ça, ça a des limites. On y est, non? On y est. Moi, je me rappelle à l'époque, dans les années 2013, 2014, 2015, quand nous, on dénonçait les Français sur Afrique Média, c'est le gouvernement, c'est la CNTV qui nous répondait en lieu et place de la France. La CNTV nous répondait en lieu et place de la France. Bon, ça a beaucoup avancé aujourd'hui. Je n'ai pas cessé. Vous savez, je suis très à l'aise de parler pour les peuples parce que je suis l'un des rares qui reconnaît la protection que le président Biya nous a apportée dans le cadre du combat panafricaniste. Mais ça n'empêche pas que je dis ce que je suis en train de dire. Nous parlons des faits. Nous allons revenir sur cette question dans voilà. De l'émission. Voilà. Donc les choses sont claires. Moi, je veux même parler dans les éléments factuels, madame Charlotte Djengere. Écoutez, je vous dis que le Cameroun est en guerre. Je suis le seul homme politique qui le dit au Cameroun. D'autres sont des génies, ils font ce qu'ils font, mais ça se voit tous les jours. La France est en guerre avec le Cameroun depuis les années, depuis son arrivée ici, depuis la transformation du Cameroun en colonie, avec les Anglais. Ils sont en guerre contre le Cameroun, la France surtout, dans le cadre de l'accord. Tu as dit c'est le compromis Churchill, De Gaulle. On a fait tout ça à la France. La France est en guerre contre le Cameroun. Les accords, c'est que la coopération, c'est la guerre, monsieur. C'est quel accord ça? Pourquoi est-ce qu'on parle? Le reste là, c'est là. Si vous concevez qu'il est normal qu'un État impose à un autre État les accords, c'est que la coopération, ça veut dire que vous êtes censé logiquement comprendre que cet État-là ne va tout faire pour ne pas perdre ses privilèges. Les accords, c'est que la coopération, c'est un privilège géopolitique. C'est un privilège économique rare dans l'histoire. Qu'un État indépendant, si les accords, c'est que de faire des ans de coopération avec notre État, parce que le mot coopération, c'est une insulte raciste à l'égard du Cameroun et des Camerounais, parce que ce sont des accords de guerre. Ça dit que c'est la guerre qu'on vous fait. Ça dit que vous n'avez pas le droit de faire la diplomatie, vous n'avez pas le droit de battre monnaie, vous n'avez pas le droit de construire un programme scolaire digne de ce nom, vous n'avez pas le droit d'avoir un programme culturel, ça c'est vous n'avez pas le droit d'avoir une armée. Tout ça, c'est le contrôle de la France. Ce genre de temps, on appelle ça comment? C'est la guerre. Et cet accord, c'est que les coopérations surviennent après qu'on ait décimé le mouvement national du pays, historique du pays. Et qu'on ait criminalisé, diabolisé ces gens-là. Et aujourd'hui, la France vient de connaître ses responsabilités. Jusqu'en 60. Vous dites qu'après, c'est votre affaire. C'est votre affaire. Vous êtes dans vos guerres civiles. Elle dit qu'elle va réparer. Elle va réparer quoi? Elle va réparer quoi? Donc, on est en guerre. Si vous acceptez, si vous reconnaissez les accords, c'est que la coopération, vous reconnaissez le fait que la France va tout faire pour ne pas perdre ses privilèges. À partir du moment où elle va tout faire pour ne pas le perdre, vous comprenez donc qu'elle doit infiltrer totalement l'État camerounais, elle doit contrôler votre gouvernement, elle doit contrôler une partie de l'armée, elle doit contrôler vos hommes politiques dans le cadre de la tradition coloniale française. Elle doit contrôler vos légendes, elle doit contrôler vos stars, vos artistes. C'est pas par exemple que tous ces gens ont pour capitale la France, Paris. Vous aussi, vous ouvrez les yeux. Donc, on parle de quoi? Il est naturel, si on connaît l'histoire du Cameroun, de concevoir que cette guerre ne s'est jamais arrêtée. Elle ne s'arrêtera que le jour, et nous y sommes, où le Cameroun va être réellement indépendant et réellement souverain. On y est.
Et M. Chiroma est dangereux pour le Cameroun et tout le mouvement parce qu'on voit très bien qu'ils sont aujourd'hui utilisés par la France pour se mettre en travers de cette dynamique historique. Et pourquoi ça, je suis clair? Qu'est-ce que vous appelez transparence électorale? Qu'est-ce que vous appelez élection? Ce sont des leviers de la démocratie. Ça fait des années que je dis qu'il n'y a pas d'élection il n'y a pas de démocratie dans une néocolonie. Ça fait des années. Mais on veut jouer. Bon, il y a des rapports de force, je comprends, il y a des contraintes, mais quand vous avez tous les éléments en main pour neutraliser les délinquants démocrates, des gens qui utilisent les élections pour faire des coups d'État, quand vous avez tous les éléments dans la main, pourquoi le gouvernement camerounais ne l'utilise pas? Pourquoi? Quelle est la réponse selon vous, monsieur? Ben, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Monsieur le Président, vous avez affirmé dans une récente émission que le président Paul Biya était face à lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'opposant en face. Monsieur le Président, nous constatons des fortes dynamiques de déstabilisation en cours. Est-ce que cette déclaration est toujours valable dans ce contexte-ci? Mais elle n'est plus valable que ça. Vous parlez de quoi? Au contraire. Monsieur Chiroma, c'est qui? Il sort d'un gouvernement. Il sort de quel gouvernement? Du gouvernement de Paul Biya. Très bien. Le président est toujours face à lui-même. Tous ces déstabilisateurs professionnels, tout ça, c'est qui? Nous avons d'un côté un soi-disant partenaire du Cameroun, avec qui le président tient à sauvegarder la sincérité des relations diplomatiques. C'est l'honneur du président. Hein? Mais les faits sont là. Deuxièmement, tous ces gens-là, ce sont les enfants de qui? Tous ces gens-là sont des collaborateurs du président. On fait toute leur carrière à côté du président. Et leur dynamique signifie quelque chose que j'ai expliqué sérieusement. Le danger, je l'avais dit depuis très longtemps, j'ai dit depuis très longtemps, c'était désolant pour le Cameroun. Vous vous rappelez, quand nous sommes allés faire le congrès, la première partie du congrès panafricaniste à Yaoundé, la deuxième partie, le 6e congrès à Yaoundé, mon discours c'était quoi? Je vous ai dit que depuis très longtemps, le centre de gravité, le moteur de l'histoire du Cameroun politique, c'est joué où? Je vous dis, au sein du gouvernement. Mais à l'époque, certains ont dit que c'est raconte machin. Je comprends très bien que les gens s'autoproclament politiciens au Cameroun à aucun niveau. D'autres s'autoproclament analystes à aucun niveau. D'autres estiment qu'ils sont des grands à aucun niveau. Il y en a pour qui font des contenus sur Internet. Ils ont des vues. Ils disent qu'ils sont devenus des grands spectateurs. Voilà où ça les a conduits. Mais je l'avais dit depuis très longtemps. J'avais dit que le moteur de l'histoire, c'était au sein du gouvernement camerounais parce qu'il y avait la guerre entre le chef de l'État et ses collaborateurs, pour la plupart, qui sont à un niveau où ils estiment qu'ils doivent s'émanciper de sa tutelle. On peut le retrouver. Bien sûr. On peut le retrouver. Et ce 6e congrès panafricaniste, il a eu lieu, je crois, il y a combien d'années? Il y a peut-être 2 ans. Il y a peut-être 2 ans qu'il a eu lieu. Donc, je le dis. Donc, alors, quand je dis 2022. Voilà. Donc, quand je dis que le président est en face de lui-même, je parle de ça. La preuve. Comment des opposants, soi-disant opposants historiques, peuvent aller s'aligner derrière quelqu'un qui a démissionné du gouvernement il y a 2 mois? Comment c'est possible ça? Comment subitement des gens qui étaient avec le président, qui sont responsables de toute cette politique, d'autant plus que être opposant au Cameroun veut dire haïr le président Biya, dire qu'il ne vaut rien, etc. Mais comment on peut lui faire croire que bon, ces gens-là, aujourd'hui, ne sont pas responsables du bilan qu'on attribue au président? Deuxièmement, en tout cas, ils étaient au gouvernement en attendant. C'est-à-dire qu'on les avait envoyés au gouvernement en attendant le moment venu qu'ils vont sortir. C'est quand même extraordinaire. Donc, le président est face à lui-même. Il est face à cette dynamique interne à son régime. De ces barons qui veulent s'émanciper, de ces forces qui veulent s'émanciper. C'est ça le nordisme. Hein? Remettez-nous le pouvoir, on vous l'a donné. Je crois qu'on est tout à l'heure, on reviendra sincèrement. Ça doit s'arrêter, ça. Le Cameroun, ce n'est pas une balle de ping-pong entre le sud et le nord. Entre l'ouest, les anglophones, francophones, il faut arrêter ça. On doit sortir de là. Ce n'est pas ça le Cameroun. Pourquoi dire que le président est face à lui-même? Il est là devant nous. Mais regardez ce peuple camerounais, il est extraordinaire. Quand vous mettez de côté ce horde-là qui suivait M. Chiroma, j'assume mes mots, hein, j'ai été toujours constant durant cette campagne. On chante pas. Moi, les foules ne m'ont jamais impressionné. Parce qu'une foule, c'est une foule. Vous avez parlé, vous avez dit qu'on reconnaît le niveau d'une foule à son niveau d'organisation de son leader. Il n'y a pas de foule. Une foule, si elle n'est pas organisée, c'est une meute. Mais la meute ne réfléchit pas. Ce n'est pas insulté, c'est un fait.
Mais alors, si vous croyez que ce que j'ai dit n'a pas de sens, comment expliquez-vous le fait que les Camerounais ne s'intéressent pas? Qui suis Chiroma? Répondez-moi. Où sont les gens dans la rue? Ils attendent la proclamation. Bon, attendez quoi? Par le Conseil Mais attendez constitutionnel. quoi? Non, il y a rien. Cette situation est complexe et nous avons été les seuls à percevoir ça. Le président est face à lui-même. Les Camerounais, de plusieurs manières manifestes, parlent. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. On a vu que cette campagne n'était pas la plus courue, en passant. Hein? Mais c'est encore. Il est face à lui-même, le président. J'ai expliqué tout à l'heure, la manière dont il a battu campagne. Je vous ai dit, ouvrez vos yeux, le président là, il y a le président candidat. Mais le président a dominé de loin le candidat. Je vais vous expliquer ici que, et ça, j'admets que ce n'est pas la portée de tout le monde. Je suis désolé, mais c'est un fait. Donc, le président a dominé le candidat durant cette campagne. Il a fait campagne, c'était déjà sympa en 2018, mais c'était encore plus visible cette fois-ci. Il a fait campagne en tant que président. Je comprends ce que ça veut dire. Tout à l'heure, quand on revient sur ce que le communiqué du MINAT, on dit que l'État est au courant de tout ça. L'État savait ce que la France prépare. L'État sait, c'est pour ça que le président a fait campagne en tant que président, je l'ai dit. Très peu de gens n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Donc, le président sait à qui il est en face. Les qui sont déjà arrivés. Donc, le président est face à lui-même. C'est ça que ça voulait dire. Qu'enfin, il a les moyens dans ses mains de régler ce problème. Voilà. D'en finir avec cet endo-colonna sur lequel la France appuie pour vouloir détruire le Cameroun. Président Banakani, vous avez insisté sur le fait que le président Paul Biya fait campagne en tant que président et que face à lui, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il était face à lui-même. Et vous avez dit qu'il a les moyens de prévenir, d'arrêter, d'empêcher ce que la France est en train de préparer. Nous savons que vous livrez bataille contre cette France-là. Les Camerounais sont avec nous, puisque c'est pour ça qu'ils ne sortent pas dans la rue. Mais pourquoi, président Banakani, vous n'avez pas soutenu le président Paul Biya? Ben, pour toute raison, c'est une excellente question. D'abord, permettez-moi de liquider certaines... j'appelle ça, une certaine perversité politique qui consiste à faire croire que nous avons l'obligation de soutenir le président. Allez-y, président. C'est important de liquider ça. Le LMP n'a pas été créé avec pour mission de soutenir Paul Biya. Le président Biya n'a pas créé le LMP, son parti c'est le RDPC. Le président. Deuxièmement, à chaque fois que nous avons apporté soutien au président, ce n'était pas sous la menace de quelqu'un ou d'une quelconque intimidation. C'était par patriotisme, par amour du Cameroun. Et parce qu'on estime que le président, c'est un grand homme d'État. C'est un monument, nous l'avons dit. Mais on a vu ces temps-ci, vous savez, il y a eu toutes ces manœuvres que vous connaissez, à l'intérieur du palais de courant, de toutes ces personnes qui se sont levées. Mais comment ton soutien naturel, je ne parle pas de la galaxie des mercenaires à la sorte de la France ou de tout le Cameroun. Le cabinet noir. Le cabinet noir, là. Le cabinet, il est même noir sur le cas précis de cette élection, mais il est connu. Ce n'est pas un cabinet, c'est une mouvance. C'est une mouvance, on la connaît, avec nous ferons depuis des années. Donc, je ne parle pas d'eux, mais je parle de certaines forces proches du régime qui font comme si nous sommes nés pour soutenir Paul Biya. Ce n'est pas vrai, il faut d'abord régler ça. On n'a jamais rien demandé à quelqu'un. Tout ce qu'on a fait pendant ces années, au risque de nos vies, ce n'était pas sous la pression de quelqu'un, c'était pour l'intérêt du pays. C'est important d'abord de rappeler ça. Donc, à partir du moment où on a dit ça, c'est nous qui analysons. C'est nous qui analysons où est l'intérêt du pays de notre point de vue. Ce n'est pas les gens qui définissent à notre place. C'est nous qui analysons. Il faut rappeler ça. Et nous avons analysé cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on a vu? Madame Salo, vous voulez que je vais répondre. Elle dit que jusqu'en 2018, je vous avais expliqué que le conflit, la guerre entre le président et les barons de son régime, qui est la France, dans la guerre de succession, n'était pas arrivé au niveau où il est arrivé aujourd'hui. La preuve simple, c'est qu'en 2018, ces gens n'ont pas démissionné. Ils n'ont pas démissionné. Mais cette guerre était déjà en cours. C'est pour ça que le président, en 2018, sur ses gadgets de campagne, il n'y avait pas RDPC. J'avais commencé à expliquer ça. Et en 2018, le président a constitué le G20.
Donc j'avais accepté d'être un acteur majeur. Mhm. Voilà, on m'avait contacté, j'ai joué ce rôle avec plaisir. Mhm. J'étais fier de servir aux côtés de ce grand homme d'État, le monument président Paul Biya. Que les gens aient se suicider, je le dis et je l'assume. C'est un monument. Personne ne m'empêchera de le dire. Je ne crains personne pour le dire. Mais une fois que je l'ai dit, je suis en mesure, dans mon rôle, d'analyser sérieusement à un moment donné où se trouve l'intérêt du Cameroun. Cette élection, l'intérêt du Cameroun pour nous n'était pas que nous nous rangeons derrière le président. D'accord. Vous comprenez ça? Je vais expliquer. J'arrive. C'était pas ça l'intérêt. En 2018, 2011, on l'a fait sans demander l'avis de personne. Mais cette fois, ce n'était pas l'intérêt du Cameroun, ça. Je ne veux pas entrer dans certains détails, mais je vais vous dire. Parce que sur le plan géospirituel, la matrice géospirituelle, qui est constituée par tout ça, cette matrice géospirituelle dans laquelle le Cameroun, l'État camerounais a longtemps manœuvré, n'était plus en mesure de défendre le Cameroun à l'heure actuelle. D'où, en partie, la démission de ces ministres. Qui se demandent de que leur base a besoin de leur base. Mais la base de pourquoi la base est calme, Garoua est calme, le nord est calme, tout le pays est calme. De quelle base nous parlait-on? Que la base veut que. Non, attention. Donc, cette matrice-là n'était plus capable de soutenir une dynamique dans les conditions actuelles qui justifie que nous, on soutient le président politiquement comme certains l'ont fait là. Pas de matrice, les sociétés ésotériques, la base ésotérique du régime, la base spirituelle, tout ça, on voit. Alors, nous sommes très heureux de voir, Madame Charlotte, que beaucoup de ceux qui m'insultaient hier ont découvert les charmes du biaïsme, les charmes d'un soutien au président. Et ont observé quel argument utilise-t-il? L'argument que nous avons utilisé en 2018. Donc, pourquoi voulez-vous que nous rentre en arrière? Comme ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est bon, nous on avance. Parce que nous, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. J'ai vu un certain ministre s'amuser, délégué s'amuser, comme si on peut laisser Bakary dans son monde. Il est tellement petit, ce ministre, que le seul respect que j'ai pour lui, c'est parce que je regarde celui qui l'a nommé. Le ministre délégué. Il a découvert les joies de fonctions ministérielles. Il s'oublie. Laisser Bakary dans son monde. Quel monde? Moi, je n'ai jamais été dans leur dynamique. Je n'ai jamais été dans ça. C'est le Cameroun qui nous intéresse. Et si le président Biya défend le Cameroun, on se rencontrera. On se rencontrera. Est-ce que maintenant l'élection est passée, on est pas en train de se rencontrer pour défendre le Cameroun? Bien sûr. Et bien alors, les choses sont claires. Il n'y a pas. C'était la bonne position que le NMP devait avoir. C'était la seule position que le NMP devait avoir pour défendre le Cameroun. Et nous sommes très fiers d'avoir fait ce travail. Quant aujourd'hui, pourquoi les gens se sont arrangés à vos médias locaux à invisibiliser une position politique qui, dès août 2024, a pris une résolution jamais vue dans l'histoire politique du Cameroun, où un parti dit que moi, je vais pas aux élections. Nous ne sommes pas candidats. Nous demandons une action exceptionnelle de bien en faveur du Cameroun. Maintenant, qu'est-ce que les gens voient? Tous ces défis que nous gérons là, vous croyez que si ce pays est dans cette paix-là, c'est parce que le Cameroun est une exception. Maintenant, je peux le dire, c'est une exception. Et cette exceptionnalité camerounaise n'est pas comprise par la plupart des acteurs politiques. Le chef de l'État président sait c'est quoi? C'est ce que c'est que l'exception camerounaise. Il sait le président. Peut-être une partie de ceux avec qui il collabore. Mais l'immense majorité des gens qui aspirent à gouverner ce pays, y compris ce que vous appelez foule, ne savent pas l'exception camerounaise. On est en train de démontrer une fois de plus l'exception camerounaise. Vous croyez que c'est parce que nous sommes particuliers? Qu'est-ce qui fait que tous ces plans ne marchent pas? Vous croyez que c'est quoi? Parce que vous assumez l'avant-gardisme du Cameroun, président. Ben, le NMP a été le seul parti à le dire. Je n'ai pas empêché d'autres de le dire. Mais je pense à ceux qui, en secret, travaillent pour ce pays. Il y a beaucoup de gens en secret dans ce pays qui connaissent dans le secret, qui payent un prix juste spirituel en secret. J'ai une pensée pour ces gens-là. Mais sur le plan politique, c'est nous qui avons assumé ça. Les médias camerounais ont invisibilisé parce que tous, pour la plupart, étaient dans l'agenda. Comme beaucoup d'argent circule, on savait qu'on est dans l'agenda et que cette fois-ci, vraiment. Mais, Madame Charlotte, mais cette position qu'on a prise lors du congrès en 2024, ça parle aux gens. Ça parle aux gens.
qu'on parle aux gens, cette position que personne ne demande de nous. Ça fait 15 ans que nous on dit aucune force au monde peut déstabiliser le Cameroun. On est de loin. En plus d'avoir dit qu'aucune force au monde peut déstabiliser le Cameroun, j'ai dit autre chose. J'ai ajouté que même si le président Biya le voulait, il ne pourrait pas. Mais on allait encore plus loin. On a dit, j'ai dit, je défie le monde entier. J'ai dit ça. Il y a les émissions, il y a les images. Que nous défions le monde entier. On va voir comment on va déstabiliser le Cameroun. Mais pourquoi on est le seul homme politique qui le dit? Pourquoi le seul parti est le seul à assumer une telle prise de position? Ce n'est pas le fait du hasard. Donc, si ce n'est pas le fait du hasard, comprenons que nous sommes les seuls qui sont en mesure d'analyser quelle est la position que le NP doit prendre dans un moment où le Cameroun négocie un tournoi important. L'important, c'est qu'on ne le verra jamais du côté des déstabilisateurs. Qu'il soit au sein du pouvoir ou en dehors, on ne le verra jamais là-bas. On le verra toujours là où le Cameroun est menacé, où il faut défendre ce pays. C'est là où on sera. Et cette élection a clarifié beaucoup de choses. Monsieur le Président, au regard de ce que vous dites, nous pouvons dépeindre un tableau. C'est-à-dire, au cœur du Cameroun, une gangrène arrive à une métastase et pratiquement un état paroxysmal. Et en face, nous avons l'exception camerounaise. Ouais. Monsieur le Président, comment sortir de cette dualité? Non, le Cameroun est en guerre. C'est une phase. Et moi, je dis, Dieu a livré l'ennemi. Dieu a livré l'ennemi et le peuple a parlé. Le peuple a dit, nous ne sommes pas dans ça. Nous attendons les résultats venant de la seule instance sacrée et habilitée. Je dis bien sacrée et habilitée à donner le résultat, le Conseil constitutionnel. C'est ce que Cameroun dit. Sinon, il serait dans la rue. Sinon, il serait dans la rue en train de finir le fantôme qu'on a vu là. Il serait dans la rue. Le message est clair. Dieu a livré à l'État camerounais. Tout est livré. On comprend, on le comprend que le président est face à lui-même. Attendez, vous comprenez pourquoi j'ai dit ça? Le président est face à lui-même parce que, bon, vous voulez que j'aille le peuple. L'État camerounais est au courant. Depuis près de 6 mois avant l'élection présidentielle dans ce pays, vous avez oublié toutes les émissions que nous avons faites où l'NMP, par ma modeste voix, a passé le temps à alerter les Camerounais sur les menaces graves qui pesaient sur le pays. Vous vous rappelez? Effectivement. Combien d'émissions avons-nous fait en donnant des éléments précis? Effectivement, vous avez parlé des coups d'État. Pourquoi donc les Camerounais ont paniqué? Pour le jeu des spéculateurs qui ont doublé, triplé, quadruplé les prix des denrées essentielles à la veille de l'élection. Pourquoi? C'est maintenant qu'ils savent que le pays est menacé. Depuis des mois, le NMP a passé le temps à dire aux Camerounais que voilà ce qu'on prépare contre le pays. Nous sommes heureux qu'à l'époque, ce que nous avons dit, l'État a suivi des mesures. Mais c'est depuis ce moment que nous avons alerté. On savait ce qui se préparait contre le Cameroun. Donc il faut quand même voir tout ça. Quand un parti politique est pour fonctionnement, activité, c'est dessein patriotique, ce n'est pas le fait du hasard. Donc on parlait de réception comme ça. Lui, il y a une réception comme ça. C'est un fait, non? C'est un fait. D'abord, notre pays est anormal parce qu'on estime dans le monde entier qu'à 93 ans, quelqu'un peut être président. Il y a deux façons d'aborder cette question. Soit on voit ça du mauvais côté, c'est le travail de tous ces agitateurs numériques. Je ne sais pas quel moment c'est même tout, c'est-à-dire, je ne sais pas. C'est-à-dire que, il est vieux. On a criminalisé la vieillesse, on a diabolisé la vieillesse. Nous tous serons vieux. Nous tous demain, on sera vieux. Et ce lynchage qu'on a jeté, auquel on a soumis un patriarche qui nous a dirigés pendant près de 43 ans, ces gens vont aussi vrai que la nature est la nature, que les lois que nous gouvernent, les lois universelles, les lois divines sont implacables, ben ils vont le payer. Ces gens qui l'ont fait protéger leur patriarche dans leur village, les gens qui l'ont fait ne peuvent pas dire au patriarche tout coup. Pour que nous avons du respect pour ce que le culte qu'on fonctionne, même si nous ne partageons pas ses positions politiques, mais nous respectons la fonction que le culte. Il a combien d'années de règne? Près de 70 ans. Mais alors, Maïté Toukoudou, il a 12 ans, il a 15 ans. Il faut qu'on soit sérieux. Les traditions ne sont pas seulement vraies quand ça vous arrange. Est-ce qu'il est normal de lyncher? Est-ce que c'est normal de lyncher un patriarche comme le président Biya qui nous a dirigé pendant 43 ans? Le lyncher, comment on fait? Parce qu'on estime que non, c'est la démocratie, c'est l'alternance? Non.
tous ces gens qui ont joué à ce jeu-là, la nature va s'occuper d'eux. L'univers vont s'occuper d'eux. Donc, je disais donc, il y a deux façons d'analyser cette affaire. Soit vous criminalisez la vieillesse, vous décidez que c'est un crime, soit on prend ça du bon côté. Et le bon côté, c'est quoi? C'est quoi le bon côté? Le bon côté, c'est que c'est une exception. On est le seul pays. Nous avons le président le plus âgé de la planète. C'est une marque déposée du Cameroun. Et monsieur, il est lucide, il a démontré. Il y en a qui ont dit, il gouverne plus le pays. Oh, il est mort. Oh, on le pompe avant qu'il se lève, machin. Vous avez vu ce type-là? C'est le président, je m'excuse. Vous avez vu le patriarche à Marois? Bon, pour ceux qui voulaient encore voir, nous, on n'est jamais entrés dans ce jeu. Nous avons toujours dit aux gens que ce n'est pas vrai ce que vous racontez. Vous avez vu le patriarche à son âge? Il est debout, il marche. Il a subi une opération au genou, il marche. À son âge, il n'a pas de bâton. C'est une grâce pour notre pays. Indépendamment de ce qu'on pense du président Biya, c'est une grâce pour notre pays. Donc voilà, j'ai une exception camerounaise. C'est un pays qui est dirigé par un homme de 93 ans. Voilà, le plus vieux de la planète. Et c'est un pays dont le profil du président ne correspond plus, n'est-ce pas, aux normes des démocrates occidentaux, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Son profil ne correspond pas. Et depuis longtemps, je suis renversé, on n'arrive pas. Quel est ce pays qui résiste à tout ce qui a marché ailleurs, divisé à l'intérieur, ses enfants roulent contre lui, mais le pays tient. C'est une exception. Et nous, on connaît cette exception. C'est sur la base de cette connaissance que nous avons dit aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun. Chiroma est trop petit pour déstabiliser le Cameroun. Président Balakani, le Cameroun va les déstabiliser bientôt, tous ces gens-là. Notez ça, hein? Le Cameroun va les déstabiliser bientôt, tous ces gens-là. C'est notre président. Voilà. Nous voulons revenir sur un fait que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la rupture entre le RDPC et l'alliance du nordisme. Est-ce que président Balakani, quand on observe, parce que cette rupture-là est arrivée jusqu'à un niveau où tout le monde peut remarquer que réellement il y a un détachement entre le président et une fraction de cette partie du pays. Mais est-ce que cette rupture-là n'est pas basée sur la misère, sur les souffrances, le désespoir des populations que le candidat Bello Bouba et Chiroma ont essayé de mettre en lumière à travers les discours qu'ils ont tenus? Est-ce que réellement, ce n'est pas un fait réel? La misère des Camerounais, la souffrance, le désespoir ne sont pas des leviers qui peuvent prêter main à tous les aventuriers politiques? D'abord, je vais préciser deux choses avant d'entrer dans le fond de votre question, qui est une question très importante. Premièrement, il faut revenir sur le nordisme. Le nordisme, je répète toujours ça, il n'y a pas de confusion. C'est très facile. Parce que vous savez, aujourd'hui, il est très facile d'assimiler Chiroma à tous les habitants de Garoua, à tous les nordistes. Très facile d'assimiler Bello à tous les nordistes, même s'il y a des liens. Il y a des liens entre eux et une fraction de cette population-là. Mais je l'ai dit au début de mon propos, ce ne sont pas les habitants du Nord qui ont construit le nordisme. C'est la France qui a inventé le nordisme. C'est la France qui fabrique ça. Il faut que j'insiste dessus, que les gens comprennent. Deuxièmement, toutes les élites relevant de cette partie du pays ne sont pas dans le jeu de M. Chiroma. Attention. Président Balakani, ils sont quand même dans le clientélisme Non, les élites, certes, le nordisme, même, il y a ça au RDPC. Non, il y a ça. D'abord, le communautarisme géoethnique qui sert de levier à la captation des élites et à leur positionnement politique joue dans ce jeu-là. Et sur cette base-là, la plupart des élites du Nord sont dans ça, tous sont dans ça, à l'Ouest, partout, le Nord, tous sont dans cette dynamique-là. D'ailleurs, c'est en réponse à ça qu'un Cabral parle de son histoire de fédéralisme communautaire. Même dans une certaine mesure, le fédéralisme du président aussi, ça va dans ce sens-là. Ce sont les fondations. Alors, donc, le nordisme, actuellement, là, tel qu'on le voit là, c'est une affaire de nostalgie du président de l'époque d'Aïdjo, nostalgie de la gloire du Nord sur Aïdjo, etc., qui est exploitée en faisant comme non, Aïdjo, c'était très bien, Aïdjo, c'était le paradis, le grand président, donc on manipule les gens sans le dire ouvertement, remettez-nous le pouvoir, le Cameroun reviendra mieux. La plupart des soutiens de M. Chiroma le disent, parmi lesquels une femme qui va à tout prix être appelée maman au Cameroun. Je ne vais pas la citer, je ne sais pas ici. On connaît. On joue là-dessus, la nostalgie, Aïdjo. Ben, ça fait rire. J'aime rappeler à ces gens, je répète encore, que le meilleur, selon Aïdjo, s'appelle Paul Biya. Le meilleur. Aïdjo a tranché le débat. Mais il a voulu en même temps revenir sur la scène. Ça ne change rien. Ça change son discours qu'il a fait pour lui passer le pouvoir.
Il a dit que faites-lui confiance. Il est digne de confiance. Et deuxièmement, M. Paul Biya était un des plus proches collaborateurs d'Aïdjo. Toutes les entreprises d'Aïdjo qu'on qualifie d'être des merveilles du Cameroun, vous ne pouvez pas retirer au président Biya. C'est pour ça qu'il n'en parle même pas. Ça lui fait, certainement, ça lui fait rire. Si M. Aïdjo a fait les grandes choses, le président Biya, ça part dedans. Donc, il n'y a pas de nostalgie du président Aïdjo sans reconnaissance de l'apport de M. Biya en tant que principal, un des principaux collaborateurs de M. Aïdjo. Donc, les gens ne sont pas logiques. Vous voyez encore là-bas l'anti-biaïsme primaire qui bat son cours. Mais, dans le fond, pour venir à votre question, bien sûr, pour vous dire pourquoi le nordisme est dangereux. Il y a cette dimension de dire que le pouvoir doit nous revenir et que pour être président au Cameroun, tu dois faire allégeance au Nord. C'est le discours de M. Guibaï Guitama. Parlant au nom des autres élites qui le mandatent. C'est inacceptable. C'est ça qui est jugé là actuellement. C'est ça qui est jugé. Là, je parle comme ça. C'est ça qui est jugé là actuellement. Le vrai Dieu est en train de juger ça. Le jugement du nordisme politique. politique. C'est ça qui est jugé là. Le Cameroun n'est pas le Cameroun sans les pygmées. Vous avez les pygmées au Cameroun, il n'y a plus de Cameroun. Je vous le dis sérieusement. C'est que l'histoire, ça doit s'arrêter, ça. C'est du chantage. C'est inacceptable. Et on est surpris de certains élus du Nord qui, après avoir fait une analyse, bon, le relevant de cette partie, il y a un là qui dit que l'enjeu, ce n'est pas le départ de Paul Biya, c'est de sortir du système néocolonial. Vous le connaissez. Mais ça, vraiment, je veux le citer. Il fait une belle analyse, mais à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il va soutenir Tchourouma. Tchourouma, pourquoi on sort de la néocolonie, là? Déjà qu'il a donné sa position sur le franc CFA. Mais c'est pas tellement ça, dis donc. C'est un sous-agent de la France. Minable agent de la France, Tchourouma. Je dis minable. Sa place est dans une sale poubelle avec les asticots. Donc, alors, vous voyez très bien que les gens font de belles analyses, mais à la dernière minute, vous voyez, le nordisme vient. Surgir. En tant que construction historique politique de la France, pour tenir le Cameroun et le maintenir obligatoirement sous la tutelle de la France. C'est ça le nordisme. Hein? On est là dans la géothnie. Oui, il faut bien préciser, parce que je veux toujours m'assurer que, pas qu'on confonde ce que je dis, comme ça on s'en prenait aux populations du Nord. Mais si malgré tout ce que je dis là, les gens veulent considérer comme ça, je m'en fous. Moi, je suis en guerre pour le Cameroun. Je m'en fous. Vous l'avez dit plusieurs voilà. fois, le nordisme c'est une fabrication française. Voilà, au moins, mes propos vont servir de témoin demain. Que je l'ai dit, mais je ne suis pas là pour supplier les... Si les gens, quelqu'un estime que il faut me tuer parce qu'il a dit ça, mais je m'en fous. Faites-le. Je m'en fous, mais c'est la vérité que je dois dire. Donc, de ce point de vue, me convoquer la souffrance des populations et consorts, de tous les hommes politiques. Moi, je suis l'un des rares qui vit dans le peuple. Expliquez-moi, Président. Moi, je n'ai pas besoin d'expliquer, c'est un fait. Je suis né dans les conditions les plus basses du peuple. Je vis là-dedans jusqu'à l'heure actuelle, je suis dedans. Je dis que je suis un des rares hommes politiques camerounais de mon niveau qui vit dans le peuple, qui vit ces conditions. Donc, on ne m'apprend pas ça. Maintenant, il y a un problème. À qui veut-on faire croire que les populations peuvent être heureuses dans une colonie? À qui veut-on faire croire ça? Les populations camerounaises étaient-elles heureuses pendant la colonisation? Et pendant la colonisation, on distribuait l'eau. Hein? Ils ont construit les routes, ils ont créé les écoles. Bien sûr. Mais les populations étaient heureuses. On fait comme si dans une néocolonie, la population souffre en néocolonie. Les démagogues, les politiciens, les agents de la France, vous font croire que non, en néocolonie, on doit avoir les mêmes performances économiques, sociales et culturelles comme dans un pays normal. C'est le discours. Et dans l'analyse, ils omettent ça. Dans cette campagne, vous avez entendu qui parlait de la France. Vous avez entendu quel candidat mettait les vrais médicaments sur la table. Ils vous sortent leur plaquette. Des projets d'emploi, des projets de distribution d'eau, les projets de... Leur plaquette publicitaire qu'ils ont mis là, avait aligné tous leurs bêtises là. On a un programme politique. On a un programme politique en colonie. Il n'y a pas de programme politique en colonie. Il y a un seul programme qui va être. C'est la libération. C'est la libération. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, et c'est un débat que nous oppose à eux depuis des années. Au départ, ils ont dit, vous accusez la France sur tout. Mais dans les commentaires, ils vont encore revenir là. Vous allez voir. Oui, pour vous, la France, c'est la France qui est venue construire les routes, donner de l'eau. Et quand ils font ça, ils pensent qu'ils ont réfléchi. Ils pensent qu'ils ont réfléchi, ils viennent le dire. Ils ne connaissent même pas comment on fait au Cameroun. Dans un pays, dans une colonie, pour avoir un projet d'adduction de potable. Ils ne savent même pas. Comment on peut construire un seul kilomètre de route, ils ne savent même pas. Voilà votre ministre qui vous a volé l'autre jour, qu'il n'y a pas d'argent.
Pourquoi il n'y a pas l'argent? Qui finance vos routes? Qui finance vos projets d'adduction d'eau potable? Qui? Ce sont les bailleurs internationaux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes une néocolonie. La relation avec ce système n'est pas la même qu'un pays comme la France. Alors, la France est le pays le plus mal géré au monde. Mais est-ce qu'on impose à la France comme on vous impose à vous? Pourquoi? L'Amérique, Trump vous a dit comment? Trump a sorti à Mondo Vision ce qu'on appelle malgouvernance. C'est-à-dire que, qui bat le record là? Où on finance des gens à l'étranger pour que les gens, les souris deviennent, des souris femelles deviennent des souris mâles, et les souris mâles deviennent des souris femelles. Il vous a dit tout ça, je parle même. Trump vous a expliqué, là, les détails sont là. Maintenant, on fait comme ça, on ne voit pas. Parce qu'on est à fond dans le projet néocolonial, de reconduire la néocolonie, on est à fond là-dedans. Les populations ne peuvent pas être heureuses dans une néocolonie. Vous n'aurez pas d'eau potable, vous n'aurez pas de médicaments, vous n'aurez pas de soins. Vous êtes en néocolonie. Pour avoir ça, il faut se libérer. Pour disposer des moyens pour rendre le peuple heureux, il faut se libérer. Parce qu'en bloquant l'économie, on bloque les moyens que nous, on pouvait avoir pour résoudre nos problèmes quotidiens, les problèmes de base. Allez dans tout endroit, il faut mettre l'eau, élever un poteau électrique, construire un barrage. Vous allez voir le FMI, la Banque mondiale, vous allez voir la France, sont là-dedans. Et ça tue l'émergence d'un certain national capable de faire ça. On tue ça dans l'œuf. On nous réduit à des problèmes. Quand le pont sur le Bourri, là, le deuxième pont, là, surfacturé, pourquoi? Pourquoi? Et après, quand on a fait surfacturer, les kits faisaient le travail. Ce n'est pas les Camerounais qu'on a réputé après. Pourquoi on doit passer marché au Cameroun? Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui financez. Ce sont les conditionnalités qui sont imposées par ceux qui vous financent. Sauf si on ne connaît pas à quoi servent les financements chez nous. C'est une honte. Si les hommes politiques ne peuvent pas arriver à ce niveau, parce qu'ils sont des agents de l'étranger, qui finance, décide à quoi sert le financement, où va aller le financement, mais ça fait sourire. Et M. Chiroma vous a dit que non, c'est quand on sera riche qu'on va sortir de France. Il ne vous a pas dit ça? Bien sûr. Vous appelez ce truc-là homme politique? Les populations du Nord ne méritent pas mieux que Chiroma et Mbebelo. Vous croyez que les populations du Nord là, ne méritent pas mieux en politique que d'avoir des gens comme ça? Monsieur le Président, vous avez dépeint le tableau du président Paul Biya face à lui-même. Monsieur le Président, ces élites qui sont au cœur de l'action du président Paul Biya et qui gangrènent et qui dressent un horizon indépassable, est-ce que cette élection-ci ne donne pas l'occasion au président Biya de les liquider? Moi, je n'ai pas le président Biya. Je ne colle pas sur le président Biya pour changer le Cameroun. Après, le professeur est clair, on l'a dit durant le congrès en 2024, pour une action exceptionnelle du vrai Dieu. Le Cameroun, nous travaillons pour ça nuit et jour. Il y a longtemps, moi, je ne compte pas sur le président Biya. Qu'il fasse déjà bien son travail de président, ça va. Je ne compte pas sur lui. Donc, moi, je ne me pose pas des questions comme ça. On se pose des questions qu'on peut régler. Je ne suis pas président du Cameroun. Je n'ai pas de conseil à donner au président. Je suis qui? Il a ses conseillers, avec qui il est très à l'aise. Il a ses gens. Ça les gars. Moi, mon problème, c'est de protéger mon pays, c'est de le défendre et de miser sur l'action exceptionnelle du vrai Dieu. Ça n'a rien à voir avec une religion, ça n'a rien à voir avec ce que les gens imaginent, mais vous faites quoi dans un pays où toutes vos élites sont dans des sectes? Et dans les sectes, on parle de quoi? Vous croyez qu'on parle de vos beignets haricots? On parle des choses spirituelles. Eux, ils ne vous le diront jamais. C'est un moyen de contrôle. Et tout ce qu'on fait là-bas, ce n'est pas pour imposer la vraie volonté du vrai Dieu, les vrais principes divins. C'est pour casser tout ça, vous enfermer dans les ténèbres pour que vos horizons spirituels soient bloqués pendant qu'eux, ils prospèrent sur vous. Donc, si ces structures-là pouvaient nous rendre heureux, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà. Et tout ça, vous avez vu, quand un évêque dit que vaut mieux un diable au Cameroun que le président Biya, ça veut dire quoi? Sans que sa hiérarchie le rappelle à l'ordre publiquement. Ils reconnaissent que voilà leur horizon. Leur horizon, c'est le diable. Ce n'est pas seulement vrai pour les catholiques. Hein. Interrogez-vous sur toutes ces religions qui sont là, leurs offres religieuses, ce que ça nous apporte. Bon, ce n'est pas un débat. Je ne suis pas dans ce type de dynamique. Moi, je pense qu'il faut respecter la foi des gens, mais je parle des structures organisatrices de ces différentes organisations cléricales qui tiennent notre pays et dont on voit les attitudes durant ce moment que le pays traverse. Vous avez entendu quel évêque parler maintenant. Depuis que M. Chiroma a publié les faux résultats,
Vous avez entendu que l'évêque parlait. Je pose une question. Vous me regardez avec vos yeux. Hein? C'est Chiroma qui vous envoie ici. Vous regardez avec vos yeux. Certainement pas président. Je pose une question. Oui, je pose une question. Depuis qu'il fait son théâtre là, c'est le décor machin qu'on voit là. Vous avez entendu un évêque parler quoi? Clé est où? En tout cas, nous ne l'avons pas entendu pour ce. Monsieur Clé est où? Archevêque, porteur de soutane. Ils sont où? Vous ne pensez pas que beaucoup de Camerounais ont des griefs contre l'Église catholique? On peut se lever maintenant et dire qu'on va réclamer les terres qu'ils ont pris. Ils mettront en avant quoi? La loi. Ils vont appeler l'État à garantir les intérêts catholiques, de respecter les accords entre le Vatican et l'État du Cameroun. C'est ce qu'ils vont dire. Ils sont silencieux depuis qu'on viole la loi ouvertement devant leurs yeux. Créé ne parle plus. Qui ne dit mot comme ça? Où sont tous les imams là? Ils ne parlent pas pourquoi? Ils devaient monter en premier lieu pour dénoncer ça. Parce que ce n'est plus une affaire de parti politique d'élection. On a dit qu'on va dans un cadre légal. Où le Cameroun a des lois. Ça s'impose à tout temps et à tout lieu, à tout le monde. Où chacun analyse la loi comme il veut. Et en ce moment-là, nous allons remettre en cause tout ce que chaque Camerounais a le droit de dire que, ok, moi, la terre, c'est qu'on a donné aux gens, c'est là. Moi, je veux, on réclame tout ça. Chacun va réclamer comme il veut. Il y a beaucoup de choses. Les gens jouent avec le feu dans ce pays. Il faut faire extrêmement attention. Nous avons le monopole de ce rapport avec la loi à tête chercheuse. Ils sont où? On est dans la voie de Sa Majesté Soukoudjou. C'est la légalité ou pas? Mais si on décide qu'il n'y a plus de loi, je suis d'accord, c'est une option. D'accord, on va entrer dans ça. On va conduire notre pays. Un évêque a dit que le diable est mieux. Donc un évêque catholique a dit loue Satan en plein jour. Il n'a pas dit que non, il ne sait pas ce qu'il disait, c'est une image, c'est pas une image, c'est ça, c'est ça. Donc, je vais vous montrer que le défi que nous avons, il n'est pas seulement politique au sens classique du mot, il est métaphysique, il est géospirituel. D'où notre position pour dire que nous demandons une nation exceptionnelle, du vrai bien en faveur du Cameroun. Nous restons là, nous travaillons dans ce cadre-là. D'accord, président Bazakani, nous voulons vous poser. Est-ce que vous m'avez demandé si le président Biya a maintenant les moyens de liquider l'Ando Colonna? C'est sa mission historique. Et de mettre fin au système des élites. C'est sa mission historique. Quel sens aurait son action si à la fin il n'y a pas ça? La sagesse dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tout ça aurait été fait pourquoi? Si à la fin, les Chiroma triomphent. En tout cas, président. Donc, vous voulez me faire croire que le président Biya travaille pour qu'à la fin, Chiroma vient le battre à l'élection et le remplace? Certainement pas quand il y a une avant-garde patriote. Non, il s'appelle Chiroma, je répète. C'est Chiroma. Issa Chiroma. Bakari. Donc, le président Biya a travaillé 43 ans pour qu'à la fin, il soit remplacé par Chiroma. Ça a du sens. Ça a du sens. Voilà pourquoi j'ai dit une fois de plus, mon cher Mpek, le président est face à lui-même. Quand on parle d'un patriarche, il faut le respecter. Il est face à lui-même. C'est le patriarche, c'est notre papa. D'accord, président Bazakani, parlant justement de patriarche Paul Biya, que vous avez souvent, à juste titre d'ailleurs, décrit comme étant un panafricaniste. Il est vrai. Oui, vous insistez et vous confirmez vos propos, mais nous voulons interroger comment se fait-il, comment vous expliquez que le président Paul Biya, que vous décrivez comme étant un panafricaniste, ne fasse pas la promotion des panafricanistes ou alors du panafricanisme au Cameroun? Vous voulez qu'il fasse comme un délégué? Nous voulons vous entendre sur la question, président. Non, ça serait comme si on était en train de commander à quelqu'un. Certainement pas. Nous voulons juste comprendre ce qui se cache derrière. Je ne descends pas à un certain niveau. Moi, je n'ai rien à demander à quelqu'un. Si le président pense qu'être panafricaniste, pour lui, il veut dire, ce n'est pas promouvoir les panafricanistes, c'est son choix. Ça n'empêchera pas de dire qu'il est. Il a posé les actes. C'est incontestable, il a fait des choses, il nous a protégés. C'est parce qu'il ne nous a pas promu tel que vous l'envisagez, que je ne veux pas dire ce qu'il a fait. Non, il est ça. Non, c'est leurs options. Je sais que l'Ando Colonna, l'entourage du président, on a beaucoup d'ennemis, les gens ne veulent pas voir nos têtes, toutes ces consorts, les pauvres français, c'est pas. Bon, peut-être pour l'instant, ils sont plus forts que le président, pour le moment. Peut-être, je dis bien peut-être. Mais logiquement, moi, je n'aurais pas du président, la cohérence aurait voulu que le panafricaniste qu'il est, qu'il s'assure que dans le pays, les panafricanistes grandissent partout. Bon, ce n'est pas le cas, je ne me plains pas, je ne pleure pas. On continue à travailler. Peut-être qu'il pense que c'est mieux que nous nous contentons de sa protection.
C'est ce qu'il pense. Je ne sais pas. Vraiment, je ne me suis pas posé cette question. Autour de moi, les gens le posent. Bertrand Tassinda, ça. Beaucoup de gens se plaignent, dans l'ont parlé, tout, mais je ne regarde pas. Ce n'est pas l'élément fondamental, ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas le président Biya qui nous a demandé d'être panafricaniste. Ce n'est pas le président Biya. Vous travaillez avec vos moyens. Le vrai Dieu nous a suscité. Je ne suis pas un prétentieux. Je peux rappeler de temps en temps que nous sommes les pionniers, mais je sais. Dieu nous a suscité, nous a protégés. Dieu a inspiré le président de nous protéger. Sinon, les Français seraient venus ici nous enlever, amener en France, comme nous ne fait pas le passé. C'est la main divine qui nous protège jusqu'à présent. Ma chère jeune journaliste. N'est pas journaliste, intervieweuse, c'est ça. Voilà. Donc, c'est la main de Dieu qui nous protège. Et cette main-là, qui a inspiré au président de nous protéger, il a fait. Et d'ailleurs, vous, les gens n'imaginent pas les risques que nous courons jour chaque jour. Tout ce que la France a fait pour nous éliminer, les gens n'imaginent même pas. Donc, moi, je rends grâce au vrai Dieu pour l'action du président, qui jusqu'à présent a veillé, n'a pas permis, n'a pas accepté de nous livrer à la France. Avant d'aborder la fin, président Bandakani, comment entrevoyez-vous l'issue de la situation qui prévaut au Cameroun actuellement? On est en guerre, il faut gagner cette guerre. Pour l'instant, faut saluer la maturité politique de l'ensemble du peuple camerounais dans son ensemble. Je ne parle pas de la foule. Je dis bien du peuple camerounais dans son ensemble. Sa maturité qui est claire. Elle désavoue tout ça. Et je voudrais vraiment rendre grâce au vrai Dieu qui écoute nos lamentations, nous pleure en secret, pour le travail qu'on fait en offre. Rendre grâce au vrai Dieu. Je sais une chose. Dieu ne commence jamais une chose sans l'achever. Donc moi, ici du Cameroun, comme je l'ai dit, je vois un destin exceptionnel attend le Cameroun. Et là c'est après le président. Hein. D'abord, si j'ai bien compris la fiche du président, qu'est-ce qu'il a dit? Grandeur et espérance. Voilà. Le mot grandeur veut tout dire. Le mot espérance, dans son acception spirituelle et religieuse, se passe de commentaires. Nous sommes quittés des grandes ambitions, des grandes réalisations pour espérer maintenant président. Non, j'avais déjà répondu à ça. Je suis au-delà des contradictions qui entre les slogans dans leur succession. Je vais expliquer ça. Je suis plus à ce niveau. Mais quelqu'un peut annoncer des choses maintenant de manière prophétique, sans comprendre tous les meilleurs, il faut l'annoncer. Je constate que c'est la fiche du président de son président, c'est grandeur et espérance. J'analyse ça sur le plan. Quand j'ai quitté le terrain politique, j'analyse ça de manière spirituelle. Je vois très bien que la grandeur et l'espérance, ça a une signification. Je voudrais préférer qu'il mette quoi, chaos, aventure. Non, c'est ça qu'il a choisi. Donc, un autre candidat pourrait choisir ça. Hein. Donc, je suis, c'est pas un optimisme, mais je suis sûr. Quand je parle du Cameroun, moi, j'ai l'assurance, je suis sûr de moi, qu'un destin extraordinaire attend ce pays. Et c'est contre ce destin que se lèvent tous ses ennemis en interne comme en externe. Mais je suis désolé pour eux parce que la puissance qui est en marche pour préserver ce pays et l'amener à assumer son rôle historique parmi les nations, cette puissance est au-dessus de toutes les puissances. Même si vous mélangez toutes les puissances du monde, vous ne pouvez pas déstabiliser le Cameroun. Je l'ai dit depuis 15 ans, je le réaffirme encore aujourd'hui. Et moi, je suis arrivé à un niveau avec ces gens-là. Vous savez, quand nous avons parlé à la galaxie MRC à l'époque, qui sont venus attaquer, quand on leur a dit, maintenant ils m'appellent anti-Camto numéro 1, ça fait rire. Ça fait rire, il n'y a pas d'anti-Camto. L'anti-Camto, c'est Camto lui-même. Et eux-mêmes, nous avons prévenu, non? On a prévenu, c'est qu'elle est arrivée, non? Ça n'est pas arrivé. Maintenant qu'ils se sont mutés, ils sont allés fusionner avec le FNNC, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on y est. Aucune puissance au monde peut s'amuser avec ce pays, le Cameroun. Que ce soit en interne ou en externe. Qui se le tienne pour lui? Ça c'est de où on est. Voilà. Quand on a ce niveau d'engagement comme nous le fait, c'est notre vie qu'on a mis en jeu depuis très longtemps. Hein. Bien sûr, président. Voilà. Quelqu'un avait dit que je marche, que nous on marche avec notre cercueil. C'est pour ça qu'il préfère ne pas nous suivre. Ah, c'est pas qu'il a inspiré, mais il a dit ce qu'il a vu.
Donc, oui, c'est un niveau d'engagement où on ne s'aventure pas à ce niveau. Si on n'est pas sincère dans son engagement. Donc, je le dis. M. Chiroma a vu avec le Cameroun. Le Cameroun va le visiter. Vous l'avez dit, Président. Vous avez dit ça. Le Cameroun va visiter M. Chiroma. Les puissances qui versent le Cameroun, la puissance qui verse va visiter encore ces gens-là pour des enfants. Président Vandakani, alors que nous sortons de cette interview, vous avez décrit l'horizon, l'avenir du Cameroun comme étant lumineuse, comme quelque chose de grandiose qui attend le Cameroun. Alors que nous sortons de cette interview, qu'est-ce que vous pouvez ajouter pour sortir? Un avertissement solennel à l'ambassadeur de France qui vient d'arriver. D'ailleurs, vous l'avez promis un comité d'accueil. On le fera. Il y a un général qu'on a créé, un diplomate général, on a envoyé ici. Il est parti sa queue entre les jambes. Nous, on lui a dit qu'il dort la nuit, nous, on connaît la couleur de sa chambre et de son lit, et même de ses draps. Toi, tu viens d'arriver, tu commences à t'agiter. Nous, on le met en garde. Nous le suivons de près. Ambassadeur de France, on a averti. Et qu'il transmette à son patron de vaurien là, l'Élysée. Le sort de la France est lié au Cameroun, nous le savons. Tant que les dirigeants français vont lorgner le Cameroun pour déstabiliser, la France ne sera pas en paix. Quand on note ce que je suis en train de dire là, aussi vrai que nous ne parlons pas de notre fête ici, tant que les dirigeants français, M. Macron, tous ces gars-là, ces petits garçons qui sont dirigeants en France là, tous ces élites françaises là, tant qu'ils vont continuer à lorgner l'Afrique en général, mais en particulier le Cameroun, la France va brûler. Ce n'est pas un hasard, pendant qu'ils font le plan contre le Cameroun, que la France est pratiquement à feu et à sang. Il n'y a pas de hasard. Aussi longtemps que la France va se dire, considérer que l'Afrique est sa propriété et les Africains, ses jouets, aussi longtemps qu'elle lorgne le Cameroun et qu'elle ne veut pas quitter notre pays, abandonner ce rapport d'esclave qu'elle a avec nous, la France va brûler. Je m'adresse à l'ambassadeur de France et aux dirigeants français. On a mon vision. Qui se le tient pour dire? Aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun. Aucune force au monde. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Charlotte et Djangele pour cette brillante émission. Monsieur le Président, nous allons revenir sur 2-3 déclarations fortes de cette interview. Monsieur le Président, en entend, vous avez rappelé que le Cameroun est en guerre avec la France. Est-ce que ceux qui aiment le Cameroun doivent défendre le Cameroun? Vous avez continué tout à l'heure en disant que le sort de la France est lié au Cameroun et que tant que la France complotera contre le Cameroun, il y aura le chaos en France. Monsieur le Président, sur la déclaration de Chiroma, vous avez dit simplement que M. Chiroma doit être arrêté. Monsieur le Président, sur le nord politique, sur le nordisme politique, vous avez bien fait la différence entre le nordisme politique instrumentalisé par la France et le nord populaire, les populations du nord. Non, rien à voir. Monsieur le Président, et enfin, nous terminerons avec ça. Vous avez dit au président Paul Biya, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je vais ajouter quelque chose à la fin, avec votre permission. Allez-y, Monsieur le Président. Tous ces panafricanistes, soi-disant, qui, quand il s'agit du Cameroun, oublient les principes vrais du panafricanisme. Alors que quand il s'agit de leur pays, les Camerounais se lèvent pour défendre leur pays. Les Camerounais se lèvent toujours en tant que panafricanistes pour défendre tout pays africain que le pro de l'un est attaqué par nos ennemis. Mais quand il s'agit de Cameroun, regardez la position de soi-disant panafricanistes. Je voulais leur dire que nous on voit tout ça. Je les vois. Bientôt on va se rencontrer. Bientôt on fera le bilan. Bientôt. Je voulais terminer par là. Ils se reconnaîtront. Merci, Monsieur le Président. Et enfin, nous dirons une seule chose. Aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun. Nous disons merci à l'équipe de production, merci à l'équipe de rédaction et merci à tous les journalistes. Monsieur le Président, à très bientôt. Vive le Cameroun.